Bien, bonsoir et bienvenue à cet atelier, le premier atelier Staros en fait, que l'on a mis en place. Ce soir en fait, on va parler, voilà, je vous donne un petit peu le plan des différentes personnes qui vont animer cet atelier ce soir. Je vais vous faire une petite rapide introduction que je suis en train de vous en faire actuellement pour vous présenter un petit peu tout ce qu'on va faire. Après, ça sera après Valérie qui va vous faire une présentation générale de Staros et des projets et de l'association que l'on a mis en place pour justement développer ces nouveaux projets. Et puis après, ça sera Mathieu qui aura un gros morceau pour nous expliquer en fait les nouveaux outils Staros et la base Melchior qui ont été mis en place dans le cadre des travaux qu'on a menés pour en fait développer un peu mieux ce qu'on appelle la Spectro 2.0, c'est-à-dire de mettre de nouveaux outils à destination des amateurs pour les faciliter en fait la réduction des spectres et puis tout le process qui va derrière, voire même de pouvoir les mettre sur des bases de données. Et puis Christian vous présentera après une utilisation concrète justement de cette base Melchior via SpecInti. Et puis après, on aura un espace pour bien sûr répondre à toutes vos questions et réponses, ainsi que sur le résultat du sondage que l'on va vous présenter durant cet atelier. Alors, je vous informe bien sûr que l'atelier est enregistré et ça sera disponible après sur la chaîne YouTube de Staros. Alors, pour l'instant, on l'a pas défini, ça sera dans quelques jours, mais cet atelier sera bien mis en ligne, en replay plus tard. Et puis après, pour ceux qui ne sont pas bien familiers avec l'interface Zoom, c'est juste pour vous expliquer qu'en bas de votre écran, ou en haut, selon la barre de menu, où vous avez décidé de mettre la barre de menu, vous avez accès en fait au bouton discuter. C'est là où vous pouvez poser vos questions. Alors après, dans la partie discussion, vous pouvez aussi les poser en live, mais durant les présentations, pour pas gêner le speaker, vous pouvez très bien les poser via ce chat et donc poser toutes les questions qui vous viennent à l'idée et nous essayerons d'y répondre soit directement, soit à la fin au moment des questions-réponses. Vous avez aussi, pour ceux qui sont pas très familiers avec la langue française, tout au moins à l'oral, vous avez un bouton aussi qui est pour les sous-titres. Vous pouvez afficher les sous-titres. Et je crois bien que vous pouvez aussi afficher les sous-titres qui sont traduits dans la langue de votre choix. Mais ça, j'ai jamais essayé, donc je ne sais pas si ça marche réellement. Mais en tout cas, vous aurez les sous-titres en français, si ça peut vous aider à la compréhension de cet atelier. Et puis vous avez un bouton qui est important parce que d'ici 5 minutes, je vais lancer un sondage. Alors le sondage, vous pouvez y répondre, il y a 6 questions. Vous pouvez y répondre quand vous voulez. Et à la fin justement de cet atelier, nous présenterons les résultats de ce sondage. Et donc pour y accéder, vous cliquez sur le bouton sondage qui est dédié à cet effet. Voilà, et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Valérie qui va nous expliquer un peu le but de Staros, pourquoi on a créé ça et qu'est-ce qu'on va faire avec cette structure. Merci Olivier. Oui, alors quelques mots sur cette association qu'on a créée récemment. Il y a à peu près un an, on a lancé en fait ce projet assez original de base de données de campagne, et je précise bien de campagne d'observation en spectro. Et finalement, on a décidé les cinq qui ont présidé à la création de cette base Staros Project, on a décidé de se faire en association, en loi 1901, afin de créer un cadre légal pour pouvoir financer ces activités. Et l'objectif de l'association est plus large, bien sûr, que simplement administrer, ce qui est déjà quand même un gros projet qui est de créer et d'administrer ces bases de données de campagne observationnelle. Et c'est clairement de toute action pour promouvoir le développement de la spectroscopie amateur au travers de ce serveur et de ces outils dont va vous parler Mathieu et Guillaume, mais également peut être aussi des formations. Et on va désormais donc reprendre en fait l'organisation du stage à l'OHP. Et puis toute action d'amélioration ou de développement de spectro ou de composants, tout sera tout bien sûr dans le domaine public
libre et bloqué autour de la spectroscopie. Donc, notre association, donc, c'est nous cinq, donc Guillaume Bertrand, Mathieu Lelin, Olivier, Christian et moi-même. Et nous avons fait le choix de ne pas avoir d'adhérents parce que finalement, la spectroscopie, vous êtes tous adhérents. Et donc, c'est une association vraiment ouverte. Nous, ça nous permet d'avoir un cadre qui peut nous permettre vis-à-vis des professionnels, par exemple, d'avoir, c'est plus simple pour eux pour reconnaître et nous donner du financement, d'avoir voir des avantages en nature. Avec par exemple un projet qui serait à terme de nous faire héberger par Meudon pour le serveur et qui réduirait les frais de fonctionnement aujourd'hui. Et de pouvoir avoir comme ça un petit label quand on fait des publications, des choses comme ça. Vous êtes évidemment les bienvenus pour contribuer aux campagnes d'observation et à travers les différentes listes de poser vos questions. Là non plus, on n'aura pas fait de forum. On souhaite être vraiment ouvert et contribuer au forum existant, pas recréer de silos, de listes ou de canaux de communication. On est là pour nous communiquer sur l'ensemble des forums et vous êtes quelque part tous membres de Staros si vous utilisez nos outils. Et vous serez encore plus membre de Staros si vous faites un don à l'association qui est nouvellement créée. On a actuellement 900 euros de dons. Et nous avons évidemment comme mode de fonctionnement uniquement cette forme de don. Donc, Christian Bull est actuellement le président de l'association. J'en suis la trésorière. Mais toute personne qui souhaite contribuer à des projets peut se signaler auprès de nous et ainsi contribuer au développement de la spectro dans le domaine amateur. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette association. Je vais regarder dans le chat. Vous pouvez les poser directement. Non? Bon, écoutez, on pourra y revenir de toute façon si à la fin des présentations, vous en avez. Et donc, je passe la parole à... Oui, alors je vois une question, par exemple, en tant que développement, peut-il aussi s'agir d'un côté matériel? Tout à fait. Donc, finalement, vous avez vu avec Christian le développement de Starex, mais ça peut être d'optimiser des composants d'un spectro, par exemple. Donc, on ne s'interdit pas dans les buts dans les objectifs de l'association d'avoir des actions de ce côté-là. Oui, il y a des idées actuellement. D'accord, voilà. On manque pas d'idées en fait. Les idées sont... Ouais, les idées, ça va. Puis des choses un peu concrètes quand même, vous verrez. Y aura-t-il des rencontres? C'est une bonne question. Ce qu'on espère, c'est déjà, je pense que si on peut avoir de manière régulière quelques ateliers comme celui qu'on va vous présenter, c'est une autre manière de se rencontrer. Évidemment, le stage à l'OHP est aussi quelque part une rencontre. C'est pas que Staros, mais et puis bah, les rencontres, c'est des rencontres pas spécifiquement Staros, mais dans toutes les rencontres au ciel et espace, les différents événements astronomiques auxquels on peut se rencontrer. Euh, mais ça peut être une question un jour si on peut s'organiser quelque chose en plus de l'OHP pour faire des ateliers physiques. Pour l'instant, on démarre juste, donc on va privilégier le canal digital et le stage OHP. Et donc, comme je vous le disais, l'association est partie en fait d'outils autour de bases de données de campagnes observationnelles, mais on enrichit ces outils et je crois que maintenant, je vais passer la parole à Mathieu pour la suite de la présentation.
Alors pendant que Mathieu s'installe et qui va partager son écran pour sa présentation, je vais lancer le sondage. Donc vous pouvez y répondre, il n'y a pas de limite, jusqu'aux questions-réponses. Vous avez largement le temps de répondre aux 6 questions que je vais lancer. Le sondage est anonyme, donc il n'y aura pas votre nom qui s'affichera en fonction de vos réponses. Et on découvrira les réponses à la fin de cet atelier. Alors, vous devriez voir mes slides en grand et le sondage. C'est bon, Olivier? Est-ce que mes slides sont affichés? Oui, c'est bon. Par contre, on t'entend pas très bien quand même. Ok, je vais essayer d'augmenter le volume du micro. Alors, ok. Ok, ça devrait être un peu C'est mieux. bon. Vas-y. Ok, super. Alors, merci Valérie et bonsoir à tous. Donc, je vais un petit peu introduire les outils Staros. Alors, avec un déroulé relativement simple et en essayant de ne pas faire trop long. Premièrement, en regardant, en faisant un point sur l'environnement Staros, les outils existants, en fait, comment est-ce qu'on fonctionne aujourd'hui, comment est-ce que c'est organisé, et puis donc les outils de campagne existants, hein, ce que beaucoup d'entre vous ont déjà vu et ou utilisé. Et puis, je basculerai sur le dernier point avec le nouvel outil qu'on a appelé Search de manière assez courte. Et puis, pour voir un petit peu en détail en quoi ça consiste et en quoi ça peut être intéressant potentiellement pour nous. Donc, premièrement, l'environnement Staros, qu'est-ce qui existe? Alors, déjà, avant tout, qu'est-ce qui existe? Il y a l'élément un petit peu central, c'est le portail à l'adresse starosprojects.org sur lequel on recense toutes les campagnes d'observation, puisque comme Valérie l'a dit, ça a été notre véhicule de communication de départ, hein, avec des bases de données spectrales comme outil un petit peu pédagogique et puis de communication. Et donc sur ce portail, on retrouve sous forme de différentes vignettes, les différentes campagnes d'observation avec la toute première SS 433 qui a permis un petit peu de lancer tous ces travaux. Et puis ensuite Alpha Draconis qui est maintenant clôturé, Disla Certa et puis Alpha Cini. Sur ce portail, vous retrouverez également des informations sur les campagnes, les objectifs, pourquoi est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on fonctionne, quels sont nos outils. Et on a un fonctionnement relativement simple, puisque chaque vignette vous redirige vers la base de données qui correspond à cette campagne. Et le fonctionnement est relativement classique, c'est que vous avez le nom URL Star Wars Projects et puis un sous-domaine associé à la campagne. Pour aller sur SS433, c'est ss430.Star Wars Project, et puis ainsi de suite pour les différentes campagnes. Et les nouveaux outils et futurs outils respecteront cette logique avec, par exemple, le nouveau venu, le dernier venu, search.starosprojects, et puis notre véhicule un petit peu administratif avec l'association, donc asso.starosproject.org, sur lequel vous retrouverez les différentes informations sur cette partie administrative, cette partie associative, et puis des infos sur nous, en fait, et puis comment est-ce qu'on met en œuvre tout ça. Alors, dès qu'on bascule sur ces campagnes d'observation, on arrive sur différents outils, donc les outils de campagne, qui sont un petit peu notre vitrine aujourd'hui. Et par exemple, si je clique sur la vignette Alpha Draconis, eh bien, j'arrive sur cette application avec la page d'accueil sur laquelle on retrouve les objectifs d'observation de la campagne, et puis la progression, quelques statistiques en fait, hein, avec le dernier spectre, qui a envoyé des spectres, le volume, le nombre de spectres review, on reviendra sur cette notion de statut juste après. Et on a sur le menu de gauche donc différents items, notamment le plus important en fait ici la database, d'accord, la base de données. Donc on arrive sur cette page et là on a différentes informations. Notamment tout en bas, la liste des spectres qui sont déjà existants dans la base. Donc ça, c'est public, il n'y a pas besoin d'être connecté ou autre pour visualiser.
Et donc, lorsqu'on clique sur le petit icône pour visualiser un spectre, eh bien, dans l'affichage dynamique, on peut le manipuler. Et à droite, on a différents outils, un panel d'outils pour soit un spectre affiché uniquement, ou alors des visualisations de spectres en même temps. Si on regarde dans les autres éléments ici de la base de données, il y a un autre élément assez important, c'est le statut sur la droite, qui prend différentes valeurs. Et en gros, lorsque quelqu'un dépose un spectre dans la base de données, donc il crée un compte de manière tout à fait classique, hein, comme sur un site web classique, un réseau social, un site e-commerce, il n'y a pas de validation, c'est l'utilisateur qui le crée tout seul, il dépose son spectre, et le spectre prend une étiquette unreview, non revue, de manière automatique, il est visible par tout le monde de manière publique. Et puis, dans un temps donné, l'équipe Star Wars, alors ce qu'on appelle les reviewers, vont regarder le spectre et puis y associer une étiquette, soit revue, soit avec un warning. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? En fait, on va regarder les différents paramètres, par exemple l'étalonnage, la réponse instrumentale, et en fonction des objectifs de campagne qu'on s'est fixés, on va attribuer l'étiquette ou pas. Par exemple, s'il y a un trop grand décalage spectral, alors on va considérer que pour certains calculs, peut-être ce sera beaucoup trop grand et donc on ne pourra pas mettre review. Alors, ça ne veut pas dire que le spectre est mauvais, simplement, il est en décalage par rapport aux objectifs de campagne qu'on a prévus, avec certaines valeurs qu'on attend sur l'étalonnage. Et si jamais il y a un décalage trop grand, on va mettre en warning, parce qu'on va vouloir appliquer des calculs derrière un petit peu plus avancés. Et donc, on va se concentrer sur les spectres qui ont une configuration, un traitement qui est un petit peu plus précis. Mais dans le futur, potentiellement, les objectifs peuvent changer. On peut avoir d'autres objectifs scientifico-pédagogiques. Et là, les spectres warning peuvent avoir tout leur sens et on va reprendre ces données parce que les nouveaux objectifs vont permettre de les utiliser. Donc, on a de l'affichage, on a la possibilité de filtrer sur ces statuts, on a la possibilité de télécharger les spectres, de les visualiser, de regarder les différentes informations. Et puis, on voit dans les différents outils, dans les onglets ici, on a les onglets multi et all. Et si on passe sur l'onglet multi, eh bien, on va pouvoir sélectionner, alors même sans passer sur l'onglet, mais on va pouvoir sélectionner plusieurs spectres. Et dans cet onglet multi, on a différents outils qui vont nous permettre de les visualiser, par exemple en comparaison, d'accord, multispectre avec un offset appliqué. On va pouvoir également utiliser d'autres outils, typiquement l'animation, où on va regarder l'évolution, par exemple, d'un morceau du spectre ou le spectre entier dans le temps, pour voir comment évolue, par exemple, la RH alpha ou tout autre horaire. Et puis, on a également les outils, par exemple, de visualisation 3D, où là, il n'y a pas de valeur particulièrement scientifique. En tout cas, ici, pour nos outils, c'est surtout une visualisation sympa pour voir l'évolution de l'arrêt et puis l'évolution du spectre en général, de manière assez intéressante, intuitive et puis dynamique. On a également, vous voyez, un autre onglet ici, All, où là, on va avoir les mêmes outils, mais sur la totalité de la base. Donc, on retrouve ces mêmes éléments, sauf qu'au lieu de faire une sélection précise, on va utiliser toutes les données en même temps. Alors, pour certaines campagnes, on va pouvoir, parce que ce genre d'outil existe dans plusieurs logiciels, il n'y a rien de révolutionnaire à proprement parler, mais ce qui est intéressant en fait avec ce type de base et la manière dont elle a été mise en œuvre, c'est qu'on va pouvoir associer des outils spécifiques pour certaines campagnes. Typiquement, là, pour Alpha Draconis, on a voulu a eu la possibilité de calculer la période, notamment de l'école primaire. Et Guillaume Bertrand donc, a développé un petit module qui permet de faire ce calcul. Et on l'a intégré dans la base de données Staros, ce qui a permis à chaque ajout de spectre par un utilisateur eh bien, de voir son spectre par rapport au calcul de la vélocité radiale, voir son spectre sur le calcul de la courbe de période et voir comment il se positionnait, s'il était loin de ce qui était en cours de calcul, et ça de manière totalement automatique. Et c'est là aussi que les statuts avec des spectres review et warning prennent tout leur sens, puisque si on a des spectres beaucoup trop décalés ou avec des traitements qui ne sont pas assez précis, eh bien, on ne peut pas en fait aller sur des calculs comme ça automatiques et précis, et donc il faut qu'on mette une limite pour avoir quelque chose d'assez sympa et dynamique. Au même titre, on a une visualisation 2D du flux ici de la vélocité radiale avec la phase. Et donc, pareil, ce calcul était automatique. Et puis, quand un puzzle, en fait, les choses, au fur et à mesure des spectres ajoutés dans la base, les choses se complétaient dans le graphique. Et donc, ça donne une visualisation assez sympa. Et puis surtout, on voit l'usage de son spectre et l'ajout de données dans la base, à quoi ça peut servir.
Alors, comment on fait pour déposer un spectre? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, on va créer un compte de manière unique et puis on va glisser son spectre dans la zone ici, donc dans le menu, il y a un petit menu dès que vous vous connectez. Et puis on va pouvoir glisser son spectre. Là, l'affichage dynamique permet de visualiser ses données, les données de l'entête. Et puis on a la possibilité de rajouter un petit commentaire qui serait visible dans l'onglet d'outils, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure. Eh bien, on a un bouton commentaire et on peut voir les commentaires de l'utilisateur, de l'observateur qui a déposé un spectre ou du reviewer qui a amené des conseils ou qui a mis un commentaire par rapport à, par exemple, on peut préciser euh, si les conditions météorologiques étaient mauvaises, si l'étalonnage, justement, il y a eu un problème, etc. Et puis, on peut échanger après sur ces valeurs-là. Et puis, quelques statistiques pour voir l'évolution de la campagne dans le temps, au fur et à mesure des spectres déposés. Donc, ça, c'est l'outil, je dirais, un petit peu classique de nos bases de données. On va retrouver sur chaque campagne et puis on va agrémenter avec des outils spécifiques. Aujourd'hui, sur toute campagne confondue, on a 94 observateurs inscrits. Sur les 4 campagnes complètes, il y a 400 spectres, environ 401 de mémoire spectres déposés. Et puis des campagnes hautes et basse résolution, on essaie de couvrir, on va essayer du moins de couvrir un peu les deux champs. Et on est en capacité de démarrer une nouvelle campagne environ en 2-3 heures. C'est-à-dire de monter une nouvelle application et puis de la configurer pour que ce soit prêt à recevoir des spectres des utilisateurs et les afficher sur ce format-là. Alors, il y a une question quand même qui se pose, on l'a vu tout à l'heure au tout début du portail, c'est que certaines campagnes se clôturent, peuvent être clôturées. C'est le cas de SS433 qui a été clôturé assez rapidement, notamment parce que notre serveur est un peu petit, on démarre, et donc plus on a de campagnes et plus ça prend de ressources et ça commençait à serrer un petit peu. Et puis Alpha Draconis également, au bout d'un certain temps, on a couvert toute la période et donc on a pu conclure la campagne. Là, Alpha Draconis, l'application n'est pas coupée. Mais on a clôturé pour pouvoir faire une conclusion et puis une analyse des données. Mais on a le droit de poser la question, et c'est Stéphane Neveu qui a été un des premiers d'ailleurs à dire, mais SS433, mes données, qu'est-ce qu'elles deviennent? Et une question à juste titre. Et donc, c'est un petit peu l'objectif du nouvel outil qu'on va regarder maintenant, que je vais vous présenter. On appelle Staros Search, puisque si on regarde dans le temps, on a eu donc cette première campagne SS433, Alpha Draconis, on a Alpha Cygni qui est en cours toujours, et on a 10 Lacerta qui est également en cours. Et donc l'objectif de ce nouvel outil, c'est d'avoir une application un petit peu centrale qui va nous permettre d'aller consulter différentes bases de données, qu'elles soient éteintes, que ce soit de manière applicative ou clôturée ou toujours en cours. Et toutes les bases sont interconnectables comme ça. Et puis, on va être également en capacité d'aller consulter d'autres bases de données, professionnelles ou amateurs, qu'on va un petit peu regarder un peu plus loin. Et d'autres outils dans le temps. Aujourd'hui, on a limité à une consultation de quelques bases, mais dans le futur, bien entendu, ça va pouvoir évoluer. Alors, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est? Donc voilà l'outil, sur le search.staros-projects.org, de manière toujours classique. Je lui précise que je veux voir toutes les données AlphaDra de Staros. Et donc là, il va aller consulter les différentes bases. Donc là, en l'occurrence, AlphaDra. Et puis, je vais récupérer la liste des données. Donc on voit les données de Guillaume Bertrand, d'Arthur Leduc. Donc toutes les données qui existent bien dans la base de données Alpha Draconis. Je vais pouvoir visualiser également le spectre m'intéresse, le télécharger, regarder ces données d'enquête. Et on retrouve également la notion de statut qui permet d'aller filtrer comme ça les différents spectres qu'on veut voir. Donc c'est un outil qui est en accès public. On va pouvoir consulter et télécharger les données sans devoir être connecté. Le requêter sous forme de phrases, de commandes, de phrases, de requêtes comme ça qui nous intéresse, l'équivalent d'un moteur de recherche sémantique. C'est accessible sur toutes les campagnes, mais la recherche se fait uniquement par campagne unique. C'est-à-dire que je ne peux pas dire montre-moi toutes les données Staros d'un coup. D'accord? Volontairement, pour l'instant, j'ai limité par campagne. C'est-à-dire qu'on est obligé de préciser, de dire montre-moi toutes les données AlphaDra, montre-moi toutes les données SS433, et puis elles s'affichent. Mais comme les données vont grossir au fur et à mesure, l'idée, c'est un petit peu de préserver le serveur pour l'instant, et puis de voir comment on évolue, et puis au fur et à mesure, on va ouvrir. Donc, ça, c'est une première étape. Mais si
on est connecté, puisque de toute façon, on est sur un environnement Staros. Si on est connecté, on modifie en disant « montre-moi mes données Staros », et là, je suis connecté avec mon compte, et donc je vois uniquement toutes mes données personnelles, donc Alpha Cygni, Alpha Draconis, les campagnes auxquelles j'ai contribué, et donc je vais pouvoir également les visualiser, faire des recherches, et là, ce n'est pas filtré par campagne, c'est-à-dire que je peux demander la totalité des données. Je peux également filtrer par campagne en disant « montre-moi toutes mes données Staros de la campagne AlphaDra », etc., etc. D'accord? Donc l'idée, c'est d'avoir comme ça de manière dynamique en fait, un accès aux données, même si les campagnes sont coupées. Et demain, si on ouvre une nouvelle campagne, ce sera accessible, bien entendu, par cet outil-là. Donc ça, c'est pour les données Staros. Ça nous donne un accès intéressant et puis un petit peu central. Et on a parlé tout à l'heure d'une autre base de données, puisqu'on va pouvoir aller également consulter des données à l'extérieur. Et il y a une base une collection de spectres qui a été publiée de ce dernier tiers de l'année octobre 2023. La base Melchior, donc c'est des professionnels, hein, des astronomes professionnels qui ont mis à disposition une collection de spectres stellaires, donc observés depuis un satellite, uniquement en haute résolution, environ 85 000 de résolution, sur une plage de 390 à 900 nanomètres. Et il y a 3256 spectres à l'intérieur, ce qui inclut également une référence d'un spectre solaire. Et on a donc une classe spectrale relativement large, qui va de O à M. On peut utiliser, nous, et alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on va pouvoir l'utiliser notamment pour la réponse instrumentale, bien entendu, mais pas que. Je laisserai Christian expliquer en détail pourquoi c'est intéressant pour nous. Mais déjà, rien que pour la réponse instrumentale, c'est intéressant. Donc, je vous ai mis les liens vers la base, la collection Melchior, puisque vous pouvez télécharger tous leurs fichiers. Il y a à peu près 20 gigas, il y a 18 gigas à peu près de spectres et puis 1,5 d'index de données qu'on peut télécharger. La particularité, c'est que ce sont des fichiers FIS, donc classiques, mais ce ne sont pas des fichiers FIT avec un spectre unique, c'est une table dans laquelle on va retrouver 4 spectres avec différentes configurations, avec les raies telluriques pour un cas, dans d'autres sans raies telluriques, etc. Et donc, il y a 4 spectres dans ce fichier FIT et ils ont sur leur site la possibilité, ils vous donnent la possibilité de PNG. On peut visualiser un PNG de ces spectres et puis télécharger la collection ou le spectre, bien entendu. Et donc, on s'est dit à Staros que c'était intéressant, puisque, notamment pour cette partie de réponse instrumentale, et donc, on l'a intégré dans l'outil Search. Et donc, par exemple, ici, je lui demande, je veux voir la base de données Melchior. Et donc, il va aller consulter, il va parcourir et il va me retourner la liste des spectres de Melchior que je vais pouvoir consulter. Là, je regarde, par exemple, sur les coordonnées, hein, à 10 heures, et puis je vais filtrer également sur le type spectral. Et donc là, je vois, j'ai quelque chose qui correspond à l'étoile que j'observe actuellement. Je peux également aller visualiser le spectre de Melchior, donc là, qui est dans une configuration utile pour notre façon d'utiliser, c'est-à-dire avec SpecInti, Isis, Demetra, Visual Spec. Et donc, je peux télécharger le fichier FITS ou regarder son header ou aller visualiser d'autres spectres. Donc, ça permet de consulter la base, ça permet de visualiser les specs, ça permet de faire une recherche, et puis je vais pouvoir également faire des recherches plus précises en lui demandant, par exemple, montre-moi Melchior HD 72105, et là, précisément, il va aller chercher ce fichier-là. Alors, on peut pousser encore un petit peu plus loin, puisqu'on a accès aux bases de données Staros, on a accès à la collection Melchior, et donc on peut, en fait, concrètement, aller comparer les deux et puis regarder l'état de notre réponse instrumentale. Et donc, par exemple, ici, je fais une recherche dans la barre de recherche en haut à droite sur Alpha Draconis. Là, il va aller chercher, en fait, il va faire une requête plus précise sur la base. Il va aller chercher Alpha Draconis, passer en mode de comparaison. Donc, on voit que la vue a changé. Je peux toujours manipuler le spectre ici, Alpha Draconis, les différentes informations et puis les téléchargements. Et j'ai un bouton qui me permet d'aller consulter la totalité des spectres qui sont dans les bases de données Staros. Je recherche Alpha Draconis, j'en choisis un, et là, je vais pouvoir comparer mes deux spectres. Je vais pouvoir un petit peu modifier le flux pour ensuite avoir quelque chose de cohérent et faire une division pour voir justement le résultat instrumental. Donc là, elle n'est pas filtrée, etc. Hein, c'est brut, mais c'est pour voir un petit peu à quoi ça correspond.
Et on voit également, donc là c'est quelque chose, ça se fait uniquement pour les spectres qui sont dans la base Staros, mais au-dessus, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait un petit, il y avait un encart. Alors, quand si vous êtes connecté, vous pouvez également ajouter votre propre spectre. Et donc ça, c'est une autre possibilité. C'est que si vous avez un compte Staros sur les outils, eh bien, vous pouvez vous connecter. Donc là, je fais la même manipulation. Je retourne chercher, alors là, c'est un autre spectre, c'est Distacerta de mémoire. Et donc, je vais chercher au même titre que tout à l'heure cette étoile sur la collection Melchior. Je l'affiche. Et comme je suis connecté, cette fois-ci, j'ai mon bouton pour télécharger un nouveau spectre qui n'est pas dans la base de données Staros, qui me permet d'uploader le spectre. Je vais pouvoir également aller comparer par rapport à cette étoile, parce que ce sont les mêmes étoiles, hein, du coup, c'est la même étoile qu'on regarde. Cette fois-ci, je vais faire divide mes filtres avec un filtre également, un filtre gaussien, et je vais pouvoir regarder ma réponse instrumentale. Donc là, c'est un spectre d'Arthur Leduc que j'ai uploadé. Donc on voit qu'il y a un traitement qualitatif. On va pouvoir consulter comme ça, notamment sa réponse instrumentale, mais également son étalonnage, etc. Donc ça, c'est ce que permet l'outil Search ici. On a rajouté deux encarts de documentation où, premièrement, pour expliquer comment ça fonctionne, quelques commandes pour démarrer assez facilement, et puis également un encart de documentation sur la base Melchior pour expliquer ce que c'est, donner les liens vers la base professionnelle et bien entendu la référence vers leur travail. Et aujourd'hui, donc dans cet outil, on est sur un premier jet, d'accord? C'est un outil qui est très jeune. On a 400 spectres Staros, donc toutes les bases Staros. Et puis la collection Maker de 3256 étoiles qu'on peut consulter et comme ça comparer à ces données Staros. Donc c'est un outil qui est, comme je disais tout à l'heure, très très jeune, qui va être en évolution constante. Derrière, c'est pas ChatGPT, hein, c'est une intelligence artificielle qu'on a calibrée spécialement pour nos besoins. Et donc, on a des possibilités qui sont très étendues, et ça va être grâce à vos retours, déjà s'il y a des erreurs, des bugs, etc. Et puis, aux choses qui vous intéressent, les usages qui vous intéressent, les choses que vous voudriez ajouter à l'intérieur. Typiquement pour la base Melchior, de mémoire, je crois que c'est Antoine Blais qui a créé un catalogue Castar. Et tout simplement, on peut ajouter commande. Donne-moi, s'il te plaît, le catalogue Melchior au format Castar et on pourrait télécharger ce catalogue. Donc, on peut rajouter comme ça énormément de choses et en fonction de vos retours et puis de vos envies, on va pouvoir faire évoluer et de nos capacités également techniques et logicielles, hein, bien sûr, mais on va pouvoir faire évoluer. Donc, n'hésitez pas à aller l'essayer. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis, voilà, je vous donne l'adresse. Je vais rajouter ça sur le portail dès demain et puis sur le portail de l'association. Mais c'est sur l'adresse classique search.staros-projects.org. Voilà, je vous remercie et je laisse la parole à Christian maintenant pour une démonstration un peu plus détaillée. Ouais, merci. Merci pour ça, parce que vous avez vu, hein, c'est très riche et puis très interactif. Effectivement, il y a de l'IA, c'est un peu la mode, mais en même temps, on y est dedans, hein, et donc on commence à travailler dans ce domaine-là. C'est prometteur, il y a plein de choses à faire, vous verrez. Donc oui, je vais parler un peu plus de Melchior au travers d'un exemple que je vais vous donner. Ça va être bref et un peu superficiel, hein, dans le sens où on pourra développer dans d'autres ateliers. Vous avez sûrement compris au travers du sondage qu'il devrait y avoir d'autres ateliers quand même. Melchior, pourquoi? Parce que on connaît les bases de données spectrales, des références spectrales pour faire des calibrations spectrales, pour faire des réponses instrumentales. C'est souvent une angoisse au niveau amateur. Il se trouve que cette base est arrivée il y a peu de temps, on l'a aperçue là, et c'est une vraie opportunité. Alors attention, ce n'est pas une base spectrophotométrique de référence standard, etc. C'est une collection de spectres. Alors il y a plus de 3000 spectres quand même, hein, c'est très rare. Il y a parfois des doublons de spectres, hein. Des fois, vous allez trouver des spectres à plusieurs étoiles, mais justement, la particularité, c'est que ce sont des spectres observés. C'est-à-dire que ce sont des spectres réels, ce n'est pas des synthèses de spectres sur des modèles, etc. C'est vraiment des spectres comme vous allez les faire vous-même. D'ailleurs, si vous comparez, par exemple, vous allez trouver certaines étoiles, il y aura 3 spectres, par exemple, et ben, vous verrez qu'il y a des légères différences entre les spectres eux-mêmes, parce que c'est des données expérimentales. Mais c'est des spectres professionnels très bien faits, dans le sens où ils ont bien corrigé la réponse eux-mêmes, l'atmosphère, etc. Donc, ils ont fait un gros effort. Alors, c'est fait au Canaries, en fait, sur un télescope de 2 mètres,
un gros spectro avec une résolution de 85 000. Alors ça, c'est intéressant parce que il est rare, très rare d'avoir un amateur 3000 spectres, ou même plus, 3200, avec cette résolution-là. Ça veut dire quoi? C'est que si vous avez un LIRES, par exemple, ou un échelle, ou même des spectres qui sont des résolutions inférieures, vous avez une référence qui vous donne quelque chose qui est meilleur encore que vous avez. Donc, c'est l'excellence pour avoir une bonne référence. En même temps, ce que je vais vous montrer dans un instant, on peut au contraire réduire la résolution, bien sûr, pour se ramener à un spectro comme un LP 600, comme un UVEX, comme ben, ici un Starex concentré par millimètre. Donc, je vais essayer de vous faire une petite application de ce qu'on peut faire avec, mais encore une fois, bon, j'espère que ce ne sera pas trop obscur. Donc, j'essaie de partager l'écran et puis je vais essayer surtout de me retrouver mon affaire. Est-ce que vous le voyez? C'est bon? Oui, C'est oui, visible? D'accord. Allô? oui. Oui. C'est bon? D'accord. Donc, ben, ouais, je vais essayer de faire encore un petit peu mieux, peut-être, hein. Ouais, je vais le faire là. Voilà, je vous ai mis une petite fenêtre window. Alors, je vais vous montrer comment on utilise un spectre Staros, en l'occurrence, ici d'une étoile, bon, qui s'appelle HD 124-953. Je crois qu'elle est de 7e magnitude à peu près. Alors, ce que je n'ai pas dit quand même, c'est important de le dire, les spectres vont vers la magnitude de 3 à peu près jusqu'à la magnitude 7-8. Donc, c'est un domaine d'étoiles relativement brillante, hein. Parfois un peu trop brillante d'ailleurs pour moi, mais enfin bon, quand même très brillante. Et surtout, vu leur quantité, elles sont bien réparties dans le ciel. Donc, comme vous l'avez vu, l'outil Cherche vous permet de trouver à peu près où ça se trouve. À tous les coups, quand vous allez faire une étoile quelconque, vous allez trouver une référence Taros, enfin Melchior à côté, quoi, hein, il n'y a pas de problème. Donc là, il se trouve que j'ai fait une observation relativement récente de la semaine dernière. Et puis j'avais besoin de cette étoile-là, 124-953, pour trouver la réponse instrumentale d'une nuit d'observation. Donc là, je vais vous montrer comment je l'utilise via SpecInT. Alors, il y a plein de logiciels, hein, bien sûr, qui peuvent permettre de travailler là-dessus, hein, donc, par exemple Visual Spec ou d'autres. Là, je vous montre un exemple sur SpecInT. Alors, SpecInT, je ne vais pas le décrire là, ce sera un objet de. Enfin, je ne vais pas le décrire, je vais dire deux ou trois mots quand même, mais ce sera l'objet d'autres ateliers, je pense, si on a l'occasion de le faire. Mais vous voyez ici, il y a en gros un fichier avec des commandes un peu ésotériques, hein, qui font un Attends, calcul. Pour le Christian, moment, on voit ton Oui, PDF. tu n'as pas partagé le bon On écran. voit juste ton pardon? PDF. Ouais. Ah, Tu n'as, merde. tu n'as pas partagé le bon Ah, écran. d'accord, ok. Il faut que tu partages tout ton bureau pour qu'on voit toutes tes Bon, fenêtres. alors, attends. Alors, attends, oui, il faut que je vois tout le bureau. Ah, d'accord. Attends, je vais faire arrêter le partage, alors, non? Oui, oui. Et puis tu partages tout le bureau. Desktop, tu es sûr de Oui, ça? Ouais, d'accord. Partager. Ouais, voilà, c'est bon. ça marche. Là, vous Oui, Ouais. voyez? Voilà, donc en fait, excusez-moi, hein, donc on voit l'interface, pour ceux qui connaissent SpecIndy, avec en gris des commentaires et en bleu des commandes. Et en fait, il n'y en a pas beaucoup ici, hein, un certain nombre, un enchaînement. Je vais l'exécuter et je vais essayer de vous montrer les résultats tout de suite. Alors, regardez ce qui va se passer dans la petite fenêtre qui se trouve à gauche ici. J'ai fait exécuter, ça fait un petit calcul. Il a écrit end, c'est déjà fini. Il vient de calculer la réponse instrumentale à partir d'une observation que j'ai faite, donc avec ici en l'occurrence un Starex 3 centré par millimètre. Et en prenant ma référence Staros, donc je suis allé sur le site Staros et j'ai pris la référence Melchior qui va bien, que j'ai observé par ailleurs, à l'occurrence dans cette étoile-là. Et donc voilà, je l'ai nommé, hein, je l'ai renommé, mais c'est quasiment brut de ce qui est venu l'outil que vous a montré à l'instant, Mathieu, hein, d'accord? Et le résultat est ici. Enfin, je vais essayer de l'avoir. Voilà. Et voici la réponse. Alors, vous avez vu, ça s'est passé très vite, hein. Calculer la réponse aujourd'hui avec une base comme celle-là, avec la qualité du spectre qu'il y a, avec l'étendue spectrale qu'il y a et le choix qu'il y a, le nombre d'étoiles, des étoiles A, B, des M, même il y a en fait un peu de tout, on arrive à traiter. Alors je vous le refais, hein, encore une fois. Alors je vais évidemment vous décrire un peu ce qui se passe, hein, mais je vous le refais ici. À la sortie, il y a un fichier qui s'appelle REP 388, REP comme réponse, et 388 parce que c'est ma 388e nuit d'observation avec Starex. Voilà. Donc, moi, je les prends comme ça et je numérote mes réponses par rapport à une nuit et voilà comment je fais les choses. Voilà. Alors, écoutez, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'il y a là-dedans, pour vous montrer très vite un petit peu comment les choses se passent. Alors, je vais essayer de trouver mon fichier. Voilà.
pense que vous le voyez. Ouais. OK. Donc voilà, eh bien écoutez, on est parti d'un spectre brut qui a été observé depuis Antibes, en l'occurrence ici, avec une lunette de 107 mm, un Starex 300 traits par millimètre. On reconnaît une étoile un peu chaude, et effectivement, c'est une étoile de type A8-5, avec les raies de Balmer, et puis un profil, mais qui est un profil, on va dire, brut, hein, d'accord, hein. Et effectivement, c'est quasi le profil brut. Je dirai un petit mot à la fin si j'ai un instant, mais on voit les raies de Balmer, donc des raies atmosphériques, etc. Et c'est à partir de ce spectre-là qu'on considère comme une étoile, pour moi, étalon, que je vais comparer avec un spectre Melchior, qui est en bas, en fait, ici, et qui a été chargé avec l'outil que vous a montré à l'instant Mathieu. Donc, on voit ici le spectre Melchior, brut aussi, tel qu'il a été chargé à la base, avec une résolution 85 000. Donc, on voit quand même que c'est beaucoup plus résolu que mon spectre à moi. Enfin, on voit une ressemblance quand même, hein, d'accord? Voilà, c'est quand même déjà bon signe. Alors, ce que fait le petit code que je vous ai montré, le petit script que je vous ai montré dans SpecInti, ben, il commence par prendre le spectre Melchior, hein, qui est ici à 85 000, et il commence par le lisser, en fait, ou le dégrader la résolution. Et là, c'est un paramètre qu'on a une fois pour toutes pour son spectro. Et c'est une commande qui s'appelle Gauss, en fait, Profile Gauss, et qui vous fait une convolution par une gaussienne et qui transforme le spectre Melchior, très résolu, à un spectre beaucoup moins résolu, à une résolution de 300, de 700, pardon, ici, et qui va beaucoup plus ressembler à notre spectre à nous. La preuve ici, on va le voir ici, en fait. Voilà. Alors, en fait, je vais faire une autre opération. Si vous regardez bien mon spectre, en fait, hein, alors là, malheureusement, je crois que je me suis peut-être trompé, mais c'est pas grave. Non, si, C'est non, autour de c'est bon. 7000 angstroms, là, enfin, tu vois, on voit. Ouais, voilà, on voit ici des raies telluriques, enfin des raies de Balmer, mais on voit aussi un truc qui est embêtant. On voit ici, vous voyez, regardez, il y a une raie ici. En fait, c'est pas des raies, c'est des bandes, en fait. C'est des bandes qui viennent de l'atmosphère, l'atmosphère terrestre, en l'occurrence ici. C'est ici l'oxygène qui nous embête, hein, qui apparaît lorsque la lumière de l'étoile traverse l'atmosphère. Et puis ici, vous avez autre chose ici encore. Vous voyez, ici, vous avez quelque chose qui apparaît, et ce sont des raies ici de la vapeur d'eau. Alors, si on regarde par rapport au spectre de Staros, enfin, qui vient de la base Melchior, vous voyez que le spectre, ça n'existe pas en fait. Cette raie-là, cette bande-là, elle n'apparaît pas ici. La bande H2O qui est ici n'apparaît pas ici. Il y en a une autre ici, bon, qui apparaît là, mais bon, il y a plein de subtilités. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir que les gens qui ont fait Melchior ont enlevé la vapeur, ont enlevé l'oxygène, etc., et ont corrigé l'atmosphère, en fait. Alors, les spectres que vous voyez là, en fait, c'est le spectre que vous observeriez si vous étiez en dehors de l'atmosphère terrestre. Vous imaginez que vous êtes sur un satellite qui orbite autour de la Terre, et vous observez cette étoile-là, et voilà le profil que vous allez avoir. Donc, c'est un spectre extra-atmosphérique. Et c'est intéressant parce que c'est justement c'est ce qu'on veut amener, faire avec nos spectres, c'est les amener enlever la partie atmosphérique et les amener comme si on les voyait depuis l'espace. Donc voilà, donc malheureusement, donc, ou heureusement, enfin en tout cas, nous on est victimes de ces raies-là, on ne les apparaissent pas dans le spectre Melchior. Donc du coup, il y a une petite fonction ici, il y a trois lignes ici, qui enlèvent petit à petit les raies, vous voyez, atmosphériques qui sont ici. Alors comment on fait? Ben, ça s'appelle clean comme effacer, nettoyer, et on nettoie en fait des régions qu'on définit par des bandes de longueur d'onde, hein, qui encadrent la région. Et puis on a, alors ici j'en ai pris trois, hein, parce que ça m'intéressait, mais on peut mettre beaucoup plus, et effacer des parties du spectre qui nous gênent, parce qu'elles ne vont pas apparaître dans le spectre de référence de Melchior, en l'occurrence ici. Donc, du coup, ça va permettre d'obtenir un spectre beaucoup plus fiable et d'être beaucoup plus comparable avec un spectre extra-atmosphérique. Et puis après, il y a une autre colonne ici. Alors, vous le connaissez de ça parce que c'est la base un peu de calcul de la réponse instrumentale. Ça consiste à prendre le spectre, donc nettoyer. On voit ici qu'il n'y a plus les raies telluriques ou les bandes telluriques, et de diviser en fait notre spectre observé ici. Alors, chaque fois, il met des fichiers temporaires, hein, d'accord? Donc, c'est le TMP1, TMP2. Bon, on peut faire ce qu'on veut en réalité au niveau du nommage, mais bon, voilà comment je les ai fait. Mais voilà le spectre donc, qui est parti du clean ici, de l'effacement. Et puis, on fait une division. On divise notre spectre observé par le spectre de Melchior, en fait, que j'avais déjà par ailleurs convolué tout à l'heure, ou lissé. Je l'avais appelé TMP1. Et donc, l'opération, c'est pro-division. On divise notre spectre observé par le spectre Melchior et on a un résultat qui s'appelle TMP5. Et TMP5, c'est le spectre que je vous montre ici. Et ce spectre-là commence à ressembler beaucoup à la réponse instrumentale parce que en faisant cette division,
on a effectivement retrouvé en fait ce qu'il faudrait qu'on trouve finalement la détérioration que produit l'instrument et aussi l'atmosphère pour se ramener à le spectre réel, supposé réel, que celui de la bande Melchior. Et donc on voit le rapport des deux ici. Et donc on voit en particulier qu'il y a une déficience dans le bleu ici, mais que c'est relativement plat quand même. Donc ça c'est quand même intéressant. Bon, j'en dirai un petit mot. Mais voilà, on a presque fini le travail parce qu'après derrière, on voit qu'il y a des irrégularités en fait. On voit des petits spikes. En fait, c'est que les résolutions ne sont pas tout à fait identiques. Ah bon, le spectro, Starex fait ce qu'il peut, je dirais, hein, mais en tout cas, bon, il y a une belle ressemblance, j'y reviendrai. Et donc, on continue. Et la dernière opération qui est faite, c'est un blur ici. Un blur, c'est lisser, en fait, hein, faire du flou. Et donc, c'est une fonction un peu particulière dans SpecInT qui prend le spectre qui est ici, donc qui s'appelle TMP5. Il y a un paramètre ici de lissage, une force de lissage, si vous voulez, et qui va créer un spectre TMP6, qui est le résultat que je vous montre ici, qui est un spectre où les spikes ont disparu, c'est beaucoup plus lissé. Voilà. Et puis pour finir, on fait une petite normalisation, on le ramène à 1 par une dernière commande, c'est accessoire, mais on le fait. En gros, par ici, c'est normalisé à 1 dans un intervalle spectral qui est ici écrit entre 6620 et 6640. Et voilà, on a le résultat qui est ici. Voilà, et ça, c'est notre réponse instrumentale. Et remarquez que je l'ai appelé REP 388. Pour rappeler, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure. C'est le résultat de notre travail qui a pris 2 secondes de calcul, c'est tout. Et donc tout ça automatique sans aucune intervention humaine. Après, ce qu'on peut faire, c'est traiter notre spectre, évidemment. Alors, d'abord, on le traite. Alors, je ne vais pas montrer le traitement du tout ici parce que ça serait trop long et c'est hors sujet. Mais on a aussi des scripts ou des fichiers de commande sous SpecInT qui font le calcul automatiquement, bien entendu. C'est un peu le principe, hein. Une fois que c'est écrit, c'est un peu compliqué au début parce qu'il faut écrire des lignes, il faut taper des lettres, enfin taper des lignes. Il n'y a pas de menu déroulant, il n'y a pas de bouton. C'est vraiment à l'ancienne, je dirais. Mais en même temps, c'est hyper efficace pour faire de fautes d'orthographe, mais une fois qu'on a la scène, ça devient très facile. Alors, par exemple, ici, il y a un script qui traite, mais alors moi je l'utilise tout le temps, celui-là. Il me traite les spectres que j'ai acquis avec un réseau de 300 traits par millimètre, hein, avec un StarX, mais ça pourrait être la même chose avec un DALPI, en parenthèse, un API 600. Et il fait tout le traitement, alors je ne vous montre pas, mais ici il y a une commande particulière, elle est peut-être écrite en petit, mais il y a écrit instrumental response. J'ai écrit 388, réponse 388. Et donc on voit ici, une fois après le traitement, ben, on voit ici le spectre Melchior, la référence. Et après traitement de mon spectre, évidemment, je retrouve un spectre qui ressemble beaucoup, beaucoup, tout en bas. Bon, ça, c'est la théorie. Enfin, théorie observée par les gens avec le télescope de 2 mètres de Las Palmas. Mais en bas, c'est moi à Antibes avec un spectro Starex. Alors, on retrouve la grosse similitude. On voit évidemment les raies telluriques qui sont ici, hein. Bon, voilà, là, pour le coup, je les restitue malgré tout. Mais la réponse est très, très bien corrigée. La preuve, c'est que si je prends les deux spectres, je les superpose. On voit en bleu le spectre le spectre que j'ai observé et en rouge la référence Melchior. Alors, c'est intéressant de voir quand même ici le détail, ici, un détail plutôt dans la partie bleue du spectre. Alors, je rappelle encore une fois, en bleu, c'est le spectre Starex observé par nos petits instruments, et en rouge, c'est le spectre professionnel. Ramener la résolution évidemment, vous l'avez compris, de notre spectrographe Starex. Et on voit que c'est très, très similaire. En fait, ça, c'est génial parce qu'en fait, on observe des étoiles, des vraies étoiles, des vrais spectres, pas des faits synthétiques. Il n'y a pas de biais, si vous voulez, observationnel. Et on a exactement l'observation que l'on ferait, encore une fois, extra-atmosphérique. Extra-atmosphérique parce que, par ailleurs, dans le traitement que je ne vous ai pas montré ici, je corrige aussi l'atmosphère pour me ramener l'extérieur de l'atmosphère terrestre. Mais bon, là, je ne rentre pas dans ces détails-là. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Voilà, donc ça donne ce genre de choses. Alors, si on prend un deuxième spectre dans la foulée, on prend la même réponse, la fameuse REP 388. Vous pouvez le nom que vous voulez, hein, bien entendu. Et là, j'ai traité une image qui s'appelle, un objet qui s'appelle HD 122-742. C'est aussi une étoile, donc, mais beaucoup plus froid, une G6-5. On s'approche du type solaire. Et c'est pareil, elle se trouve dans la base Melchior. Je l'ai chargée aussi avec l'outil que vous a montré Mathieu. Et on fait comparaison 2 à 2, on superpose et on obtient ça. Alors,
C'est très proche quand même, hein. On voit ici du calcium ici, dans la partie UV du spectre. Et puis on voit quand même aussi une très bonne similitude. Alors, il y a quand même des écarts, mais là, les écarts, c'est pas rêvé, hein. On n'aura jamais une réponse instrumentale qui correspond exactement à l'observation qu'on fait. Je vous signale, je vous l'ai dit au début, mais très vite, que c'est fait avec une lunette astronomique, une bonne lunette, une Ascar 107 mm, mais qui est victime de chromatisme quand même. On en a peut-être mieux encore avec un télescope, mais le chromatisme fait que suivant la focalisation qu'on a, on peut avoir des petits écarts dans les réponses, mais enfin, c'est quand même extrêmement propre et on voit aussi la similitude. Remarquez la richesse de Melchior, il y a plus de 3000 spectres comme ça. Vous avez une base d'observation de tous les types spectraux. Vous pouvez vraiment vous amuser à regarder ce que c'est qu'un type spectral avec une très haute résolution. C'est assez génial, mais encore une fois, ça peut servir à faire ce que je vous montre là. Euh, on peut faire aussi un truc, hein, avec la base Melchior. On peut aussi étalonner nos spectres, hein. Alors, je ne vous le montre pas en détail ici parce que ça serait trop long. Je n'ai pas trop envie de vous passer trop de temps là-dessus. Mais voilà notre script ici, qui est très simple, hein. On donne les raies de Balmer ici. Euh, bon, on reconnaîtra la raie H-alpha ici à 6562,81 angstrom, mais d'autres ici, il y a une raie atmosphérique ici. Et puis les positions approximatives dans le spectre qu'on a. Et automatiquement, grâce au spectre Melchior, qui est très riche, on peut calibrer notre spectre, et qui est très précis aussi, on peut calibrer notre spectre de manière très propre et trouver les coefficients d'étalonnage. C'est souvent la deuxième angoisse quand on traite des spectres stellaires en amateur. La réponse instrumentale, c'est souvent l'angoisse. Vous avez vu, ça a pris 2 secondes. Je ne m'en suis pas occupé, ça marche tout seul. Oubliez les problèmes de réponse instrumentale dès à présent, si vous voulez, hein, d'accord? Et puis, la calibration spectrale, c'est un peu la même chose. Il calcule au mieux les choses, il ajuste, il calcule un polynôme. Ici, il a un calcul à 0,3 angstrom près, alors que la dispersion est à 1,5 angstrom, donc c'est assez précis. Pas trop, faut se méfier un peu de ce genre de chiffres, mais enfin, c'est quand même très propre. Mais c'est pour vous dire que les spectres Melchior sont intéressants aussi pour étalonner en longueur d'onde nos spectres. C'est moi, personnellement, alors ça, c'est un script aussi que j'utilise beaucoup, hein, d'accord, systématiquement, pour comparer les spectres de référence stellaire professionnelle au mien. Et donc, dans ce cas-là précis, le spectre de cette étoile-là, je n'ai pas utilisé de lampe spectrale à proprement parler devant l'instrument, une lampe néon par exemple. Enfin, j'en ai utilisé une pour faire un calage, mais la référence spectrale qui m'a permis de trouver la dispersion spectrale, c'est fait avec une étoile. Alors, ce qui est génial, c'est que vous avez des types F, en particulier les types F qui sont très intéressants. Le type F, c'est intermédiaire entre le A et le G. Et F, ça a beaucoup de raies, assez contrastées. Et en fait, on peut travailler avec ça sur des raies des étoiles de type F, par exemple, pour calibrer notre spectre en Alpi, en UVEX, etc. Et on peut arriver ainsi à avoir un très très bon étalonnage parce qu'on a une référence stellaire. Alors, il faut faire une étoile, mais cette étoile, à 1000, vous pouvez la choisir, qui va vous faire à la fois la réponse instrumentale et la calibration en longueur d'onde. Voilà. Pour finir, le dernier slide. Alors, je vous ai un petit peu menti. Je n'ai pas fait je vous ai montré ce spectre-là au début en disant qu'il était brut. Ce n'est pas vrai. Ce n'était pas le spectre brut tel qu'il est observé directement au télescope et à la sortie du spectro. Le vrai spectre, c'est celui-là, qui est ici. Voilà. Là, c'est vraiment l'huile que j'ai quand je sors de l'instrument. C'est le vrai brut. En fait, la différence entre les deux, c'est que j'ai utilisé le flat field, c'est-à-dire que j'ai divisé ce spectre-là par un spectre de continuum que j'ai fait. Alors, je l'ai fait ici sur table, c'est un peu ma méthode à moi. Je ne m'embête pas, je ne mets pas de lampe sur le télescope ni rien. Bon, je fais ça après l'observation, et puis c'est assez fiable parce que d'une nuit à l'autre, ça tient assez bien. Et donc, j'ai mis une simple lampe de poche. Ici, c'est une MacLight, certains connaissent ces lampes-là, avec une lampe à tungstène devant. Ici, vous reconnaissez le Spectro Starex. J'ai mis du calque ici devant avec un petit trou devant qui simule l'ouverture du télescope que j'ai utilisé. En l'occurrence, c'était donc une lunette. Elle est ouverte à f sur 6,5 à l'occurrence, ou 7 plutôt. Et puis voilà, donc ça donne ça. Et donc, j'ai calculé le diamètre par rapport à la distance de la fente. Et donc, j'éclaire sur table pendant la journée mon entrée de spectro avec cette lampe. Je fais pas mal de pauses, je moyenne, j'obtiens une courbe que je ne vous montre pas là, mais qui est la courbe de réponse, enfin, qui est la courbe de lampe tungstène. Je divise mon spectre brut par cette lampe-là et j'obtiens ceci. Ce qui est intéressant de voir là, c'est que
au départ, c'est un peu n'importe quoi. On voit une courbe un peu bizarre avec des oscillations. On voit un pic vers 6000 angstroms, 600 nanomètres, un peu dans le rouge. On voit aussi une baisse dans le bleu ici, mais c'est normal, à la limite, la réponse du détecteur, mais aussi l'absorption des optiques, etc. Et puis le fait que la lampe, bon, enfin, il y a plein de choses qui font que c'est comme ça. Mais une fois qu'on a divisé, on obtient un spectre qui est ici. Et remarquez bien que ce spectre-là, je l'ai montré au début, ça c'est très intéressant. Je vous montre le premier slide. Voilà, celui-là. Eh bien, en fait, ce spectre-là, en fait, il ressemble, voilà, c'est plutôt ce slide-là que je vais vous montrer. On le retrouve ici. Il ressemble pas mal au spectre Melchior directement. C'est-à-dire que quand on fait un joli flat, derrière, et quand on va chercher la réponse instrumentale qu'on va obtenir, et l'idéal, en fait, c'est que cette réponse soit proche de 1, le plus proche possible. Alors évidemment, il y a des différences, mais le plus proche possible. Et donc, en fait, le fait d'avoir fait un Monfort Field, encore une fois sur table, tranquille, au chaud et pendant la journée, j'ai pu obtenir un spectre qui est déjà très comparable avec celui de Melchior. Et du coup, la réponse instrumentale que j'observe, si vous regardez bien, on a des variations, mais on est proche de 1 en fait. On n'a pas de truc trop chahuté, sauf à la fin ici, où ça chute. Pourquoi? Parce que le spectrostarex, c'est des lentilles et il y a une sensibilité dans le bleu profond. Avec le Nuvex, par exemple, vous obtiendrez des résultats beaucoup plus droits encore dans cette partie-là. Voilà. Alors, pour UVEX, d'ailleurs, je le dis parce que je crois qu'il y a des utilisateurs d'UVEX dans la salle. Le spec Melchior, malheureusement, mais c'est déjà pas mal quand même, commence vers 3800 angstrom en fait. Hein. Voilà, ils disent qu'on 190. En vérité, on peut calibrer jusqu'à 3770. C'est pas mal quand même. Ça commence à être bien le bleu, mais on n'aura pas un spec qui va aller jusqu'à 3000 angstrom par exemple, ce qu'on voudrait avoir. Encore une fois, c'est des données professionnelles, mais faites avec des vrais instruments qui ont leurs limites aussi. Et ça s'arrêtera là. Je dirais presque que QVEX est meilleur que les pros parce qu'il va plus loin dans l'UV, mais voilà, ça reste là. Ben, enfin, par contre, pour calibrer un spectre ALPI, un spectre LIRES, un spectre Starex, on a une base très, très intéressante. Alors là, je vous ai montré un exemple sur la basse résolution. Donc, vous avez compris que pour la haute résolution, c'est exactement la même chose. C'est même un peu plus simple. Le script est encore plus simple ici. Mais voilà l'esprit de traitement. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près clair. Mais voilà, voilà. Donc, c'est ce que je voulais en montrer. S'il y a des questions, on peut y répondre, mais petit truc pour la fin, on montrer que ce n'est pas une blague. Vous voyez ici, j'ai un script qui s'appelle alors conf make réponse, c'est celui que j'utilise ici. Là, j'ai le conf 300 mode 2, là, c'est le mode que j'utilise pour traiter. Alors, je ne vais pas vous décrire tout ça, mais là, il y a le script de traitement. On va voir à un endroit la réponse instrumentale. Enfin, je ne sais pas si on va la voir, mais oui, elle est ici. Je vais la déconnecter. D'ailleurs, j'avais mis un commentaire. Voilà. Je fais exécuter et là, c'est parti. Il traite mon spectre automatiquement avec cette réponse que j'ai calculée là. Les coefficients de calibration ont été calculés aussi par cette étoile-là. Voilà. Puis voilà, ça traite ici. Hein. Vous allez voir le résultat, c'est le même que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, je vais arrêter là. De questions dans le chat. Il y a des questions? Oui, est-ce qu'on voit surtout la réponse du capteur et quid de la courbe d'émission de la lampe? Oui, d'accord. Alors effectivement, j'ai pas moins. Alors, ah, embêtant. Ouais, alors je ne vais pas trop. Bon, on est un peu hors sujet, hein, mais j'essaie de vous montrer ça quand même une seconde. Effectivement, la lampe que j'ai utilisée, c'est une lampe halogène. Voilà, tiens, il a fini le spectre ici et il vient de traiter le spectre de notre étoile. Il vient d'apparaître là, vous le reconnaissez. Il est impeccable. Voilà, ça s'est passé en quelques secondes. Si on revient sur le script de traitement, il y a pas mal de choses. Et il y a une commande secrète, en fait, enfin, secrète, qui est magique. Alors, je ne sais pas si vous la voyez ici, hein, c'est peut-être un peu petit, mais elle s'appelle Planck 2700. Et ça, c'est la clé de tout. Pourquoi? Parce que quand j'utilise cette lampe-là qui éclaire à l'entrée de mon spectro sur une table, lampe torche qui vaut, vous l'achetez chez Amazon, elle vous coûte 30 euros, un truc comme ça. Il faut en profiter parce que tant qu'il y a des lampes à un filament de tungstène, il faut en acheter. Ça peut arrêter. Bientôt, les LED seront dominantes à un point qu'on n'en trouvera plus de lampes tungstène. Enfin, pour l'instant, ça va. 2700, c'est quoi? C'est la température de couleur de notre lampe. Alors, je l'ai trouvé un peu au pif, hein, par expérimentation.
Enfin, c'est aussi connu, quoi. Une lampe comme celle-là, avec ce type de filament, c'est pas un spectre solaire, hein. Un spectre solaire, ça serait beaucoup plus chaud, à 5000 degrés, on va dire. Là, on est à 2700, donc on est beaucoup plus froid. Donc, du coup, effectivement, il y a beaucoup plus de rayonnement dans le rouge que dans le bleu. Mais n'empêche que quand j'écris cette commande-là, dans ce script-là, eh bien, ce que fait le logiciel, c'est qu'il prend la lampe que j'ai observée, le spectre, je ne vous le montre pas là, hein, mais enfin, il est très très rouge et pas très bleu, hein, vous l'avez compris, il est froid, mais en écrivant ça, il compense. C'est-à-dire qu'il refait un spectre comme si c'était un spectre plat, on va dire, entre guillemets, d'accord, il compense, et il va tenir compte de la température de couleur pour enlever, si vous voulez, en quelque sorte, le profil spectral de la lampe, pour ne garder que les parties un peu oscillatoires, etc. Voilà, donc c'est un peu l'astuce qu'il y a, c'est que c'est un tungstène, mais ces lampes tungstène ont des défauts, hein. Encore une fois, elles ne sont pas blanches, elles ne sont pas des spectres solaires, ni très. Malheureusement, on voudrait, en particulier, si on travaille avec un UVEX, on voudrait avoir des lampes beaucoup plus chaudes, à 4000 degrés, enfin, mais ça, c'est pas possible. Le tungstène, les filaments font à 3000 degrés, en fait, donc il y a un petit problème technique. Alors, c'est des technologies très différentes. Mais n'empêche qu'on arrive à faire ça. Alors voilà, donc c'est la température de couleur, je ne sais pas si c'est la question, mais on la prend en compte dans le traitement malgré tout, quoi. Voilà. D'autres questions? Vous pouvez poser vos questions en live si vous préférez aussi, hein, il y a pas de Oui, oui, problème, oui, hein. allez-y, allez-y, hein, Ouais. on est là pour Et, répondre, hein. et puis, bah, si, avant que les questions se décident, allez, je vais clôturer le sondage, comme ça je vais vous donner les résultats du sondage. Donc, Attends, oui, vas-y. oui, attends, ouais, je vous montre rapidement la chose. Enfin, bon, pardon, excusez-moi. Bah, bon. Oui, alors j'ai une version à basse résolution, une version haute résolution pour trouver la réponse. Vous voyez, trouver la réponse instrumentale avec un spectro genre Starex 2400 traits, par exemple, ou un LIRES avec un réseau équivalent, par exemple, ben, ça prend 3 lignes, quoi, hein, à écrire, hein. Donc, ça, extrêmement simple. Bon, il faut s'imprégner de ça. Ce que je veux souligner, c'est que grâce à ces outils modernes là qu'on a là, les bases de données en particulier, on a la capacité aujourd'hui, et c'est ce que a cité un peu Olivier, c'est la Spectro 2.0 en fait, hein. On appuie sur un bouton, ça nous seul, et en général, bon, évidemment, il faut avoir son juge arbitre sur le résultat, mais ça fonctionne. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est écrit là et tout ce qu'il y a là, eh bien, vous nous le signalez et on vous fera un petit cours sur la manière de détailler un peu ces choses-là et utiliser optimalement ce genre d'outils. Voilà. Alors Je justement, te laisse la parole. il y a une question juste dans le chat qui justement de Arnaud qui nous demande en fait s'il est possible de partager des scripts SpecInti pour aider à la prise en main de ce soft. Oui, alors ça, c'est une très bonne, ouais, c'est une bonne question parce que c'est un peu l'esprit, en fait. Quand on veut, c'est tout l'intérêt, en fait, de SpecInti, en l'occurrence, hein, qu'on a un peu moins facilement avec d'autres logiciels, c'est qu'il suffit que je vous passe le fichier qui est ici, que vous voyez là. Je vous le passe, je vous le fais un petit mail, ça prend un quart, même pas, et vous pouvez faire exactement ce que je fais moi. C'est-à-dire que donc, on a la capacité de s'échanger les informations et donner des exemples, et puis même vos idées peuvent être aussi réinjectées. Du coup, si vous êtes intéressé, évidemment, enfin, ça existe déjà sur le site du logiciel, en l'occurrence, il y en a pas mal. Ça, c'est des outils un peu plus récents, mais qui sont, parce qu'ils valorisent justement la base de Melchior, mais ils sont disponibles et vous pouvez les avoir sans aucun problème. Alors, j'actualise régulièrement mon site, et puis je pense qu'on mettra les téléchargements aussi sur la chaîne YouTube bientôt, hein. On mettra aussi les liens pour télécharger ce genre de choses, en fait, hein. Voilà, donc oui, pour exécuter ça avec votre spectre à vous, ça consiste à charger 2 ou 3 fichiers qu'on voit ici, par exemple celui-ci, voilà, que j'ai montré, sur lequel j'ai travaillé, et vous l'exécutez. Et normalement, si tout va bien, vous avez un beau joli spectre à la sortie sans trop réfléchir, hein. Enfin, il faut quand même penser un peu. Enfin, je voulais décrire un petit peu ce qu'il y avait dedans, parce que bon, voilà, quand même, ça vaut le coup quand même de comprendre ce qu'on fait, quoi. Ah, voilà. OK. Bah, il y a d'autres questions, mais bah, je te laisse les lire, Christian, ce sera peut-être plus simple pour savoir si Ah, alors ouais, attends, je vais arrêter le partage d'écran. Je regarde rapidement.
Je peux répondre à Cédric qui demande si les traitements devraient même pouvoir se faire directement sur Staros vu qu'ils sont relativement légers. C'est une bonne idée, on y Bonne idée, pense. ouais. Attention, attention, ceci dit, pour l'instant, il y a encore pas mal de poids parce que tout le monde ne travaille pas en mode fenêtré. Ça veut dire que les fits peuvent être assez lourds, les fits des spectres, mais également, il faut penser qu'il y a les darks, les flats, offset, etc. Donc, il y a encore un peu de matière à uploader sur Internet pour pouvoir faire tourner tout ça. Mais effectivement, on est à un pas de tout ça. On y pense. Ok. Je vois une question sur la. Alors oui, ça c'est quand même important. Le traitement en ligne, vous avez compris qu'on on y va petit à petit quand même, hein, d'accord, hein, vous avez vu l'automatisme, l'intelligence aussi des logiciels. J'ose pas dire l'intelligence artificielle, mais on y arrive. Je pense que bon, on y travaille déjà. Même Valérie peut témoigner sur la recherche automatique des raies, etc. Enfin, c'est des choses qui existent déjà plus ou moins, mais les mettre en forme, c'est pas mal. Je vois une réponse sur la. Il y a une question sur l'atmosphère, en fait, sur la. euh, c'est pas un, oui, c'est hors sujet, mais pas tout à fait, dans le sens où ça, c'est. Ouais, je peux partager l'écran une deuxième fois? Une dernière fois, allez, pour répondre à cette question quand même. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a écrit sur l'écran, ça défile, ça défile. Voilà. Peut-être que je ne vais pas y arriver. Je cherche. Enfin, sachez une chose, c'est que, ouais, pas y arriver, c'est que le Inti, en fait, enfin, Spec Inti ici, est capable de trouver la réponse. Vous voyez ici, il va interroger la base Simbad, en fait, et sur la base Simbad, il va trouver un certain nombre d'informations qui vont permettre de réaliser en particulier, il va trouver le spectre de référence. En gros, il va corriger l'atmosphère lui-même, en fait. C'est-à-dire, il va faire une hypothèse sur l'atmosphère qu'on a, et c'est lui qui va faire ce calcul-là. Ça, c'est extrêmement important parce que quand on va observer notre étoile, par exemple, qui va se trouver à une autre altitude par rapport à l'horizon, il n'y aura pas besoin de refaire la réponse instrumentale. La réponse instrumentale, en fait, va être faite par le logiciel instrument, par le logiciel lui-même, c'est-à-dire qu'il va calculer la masse d'air, c'est-à-dire l'épaisseur d'atmosphère traversée, et il va la actualiser. Mais comme la réponse instrumentale qu'on a calculée tout à l'heure était une réponse hors atmosphère, en fait, une référence, ce qu'on verrait encore une fois depuis l'espace, le fait de faire cette correction qui est ici nous ramène à ce statut hors atmosphère et va nous permettre donc d'être fiable. Donc, du coup, il y a une habitude qui consiste à prendre une étoile de science qu'on observe, un quasar, une galaxie, que sais-je, et puis de faire à côté une étoile de référence, toujours, de faire le couple, de faire ça à toutes les altitudes. Moi, j'ai tendance à plus faire trop ça parce que c'est assez lourd, hein, faire deux observations. En fait, je n'observe qu'une seule fois, même parfois toutes les nuits d'ailleurs, mais en général, je fais quand même sur la nuit qui m'intéresse. C'est très rapide, un petit quart d'heure de faire une étoile Melchior. Je fais le traitement, vous avez vu, c'est très rapide. Et puis ça me fait ma référence pour la nuit. C'est ça que vous avez vu, il y a un répertoire par nuit en fait, enfin une réponse par nuit en fait. Mais après, dans la nuit, si les conditions ne changent pas trop, quelle que soit la hauteur de l'étoile au-dessus de l'horizon, je tiens compte de l'atmosphère et ça va me calculer le vrai spectre tel que j'observerai depuis l'espace. Voilà. Je voulais répondre à cette question, mais encore une fois, là, ça demanderait des développements un peu plus longs, mais je vous fais complètement confiance, quoi. Voilà. D'ailleurs, il y a un petit truc, il y a un petit truc marrant ici, regardez. Vous voyez que ça va assez loin dans la sophistication. Vous voyez ici, imaginons que j'observe une. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que ça va nous amener un peu loin, mais sachez on peut travailler comme ça. Voilà. J'ai une petite question. En Ouais. rapport avec l'altitude, est-ce que la correction sont les mêmes, là? Moi, je suis à 2000 mètres. Pardon, excusez-moi, je ne t'ai pas entendu correctement, excusez-moi. En rapport avec l'altitude, moi, je suis à 2000 mètres. Est-ce que les corrections sont faites? Ah oui, alors, effectivement. Ouais, alors, c'est exactement ça. Si tu regardes bien ici, tu as ici l'altitude de l'observatoire, ici, tu vois, 40 mètres. Je suis au bord de la mer, hein. Je suis Antibes, Juan-les-Pins, c'est la Côte d'Azur. Je suis vraiment au ras des pâquerettes, je vois les vagues, mais je ne suis pas aussi haut que toi. Mais si tu mets ton altitude ici, il tient compte de cette altitude pour calculer l'atmosphère. D'accord? Donc l'algorithme interne calcule ce qu'il faut. Voilà. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, on va peut-être passer au résultat du sondage que je vais vous partager là, et puis on va pouvoir analyser un petit peu ensemble les réponses que vous avez apportées de manière anonyme.
Et puis après, ben, vous pouvez aussi continuer à poser vos questions sur le chat ou en live. On y répondra, bien sûr, sans problème. Donc là, je vous partage les résultats. Et donc, à la première question, donc, comment jugez-vous votre niveau en spectroscopie stellaire? Ben, on s'aperçoit finalement que il y en a que, allez, on va dire 25%. Il y a donc 75%, si je compte les moyens, les médiocres et ceux qui ne l'ont jamais fait, qui jugent leur niveau en spectroscopie, ben voilà, où ils ont besoin encore. Vous avez encore besoin d'informations ou de pédagogie pour pouvoir être maîtriser le traitement de ces spectres. Alors, est-ce que vous êtes plutôt intéressé par la spectroscopie basse résolution, haute résolution? Bon, là, on voit que c'est à peu près partagé, hein, donc là, on peut pas faire mieux. Entre ceux qui n'ont pas d'avis et ceux qui font de la haute résolution ou de la basse résolution, c'est moite-moite. Donc, oui, bah, ça correspond un peu à la réalité des choses aussi, hein. On le voit bien, hein, c'est très partagé. Et de ce côté-là, oui, il y a beaucoup qui en font de la basse résolution et tout autant qui font de la haute résolution. Alors, quel modèle de spectrographe? Ben là, c'est là qu'on voit que ben, il y a une majorité de Starex, Solex, Starex, Starex HR et Starex basse résolution. En deuxième, on voit que c'est les Alpi 600 qui arrivent, puis après les LIRES 3, puis après les Star Analyzer, l'ELISA, et puis ben, l'UVEX, et les autres spectros en fabrication maison, donc 10%, et autres spectrographes commerciaux, 5%. Donc on voit qu'effectivement la majorité que vous êtes là en ligne utilise le Starex. Seriez-vous intéressé par des ateliers réguliers sur la spectrographie, un tous les mois ou tous les 2 mois par exemple? Ben voilà, vous êtes une grande majorité à 86% de répondre oui. Donc ben, je pense que c'est effectivement quelque chose qu'on va développer dans les prochains mois. Et puis ben, alors les sujets, alors affichez les détails parce que ah oui, alors est-ce que votre niveau en anglais vous permet de suivre l'atelier en anglais? Alors là aussi, vous êtes une majorité à répondre oui. Donc c'est aussi quelque chose qu'on va peut-être envisager parce que là, dans ce genre d'atelier que l'on fait uniquement en français, ben, on se coupe d'une grande partie du monde où ben, tous les anglo-saxons ou tout au moins qui ne comprennent pas la langue française, eh ben, n'assistent pas à ce genre d'atelier quoi. Et puis eh ben alors là, je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais donc on a aussi quels sont les sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines sessions. Donc voilà, alors je vous livre en vrac vos réponses, hein. C'est comment s'auto-évaluer concernant la qualité des specs que l'on produit, revenir sur des best pratiques pour produire des specs de qualité permettant la comparaison et leurs utilisations. Donc là, visiblement, vous cherchez à avoir des outils qui vous permettent de vérifier si vos spectres sont bons ou pas. Ben, je pense que ben là après on pourra compléter, Christian, Guillaume, Valérie ou Mathieu pourront compléter, mais je pense que déjà les outils qu'on a mis en ligne dans le cadre des bases de données que l'on fait et des campagnes de mesure peut répondre à cette question parce que vous avez la possibilité de comparer votre spectre avec ceux qui sont déjà dans la base Staros. Autre demande, quel sujet? Atelier de traitement de spectre en petit comité, partage d'actualité autour de la spectro. Donc là, c'est un deuxième sujet, voilà, de proposition, de suggestion de sujets qui pourraient être traités. Les collaborations programmes, ben là, c'est très important parce que ben, il y en a beaucoup d'entre nous qui participent activement à des projets de collaboration programme, que ce soit pour les étoiles BE, les étoiles pulsantes, les nova, les symbiotiques, les comètes. Enfin bon, il y a un domaine d'investigation qui est énorme aussi, et donc effectivement, ça peut valoir le coup de faire un peu le point là-dessus. Autre suggestion, je vais essayer de commencer dès que le Starex que j'ai reçu, il y a quelques temps, sera opérationnel. Et donc, pour l'instant, j'ai déjà bien repéré tous les tutos disponibles sur les sites Starex, Cheliac, etc. Merci pour cette initiative. Autre suggestion, présentation de nouvelles campagnes. Alors, je suis allé un peu trop vite là. Oui, présentation de nouvelles campagnes, tuto d'utilisation des logiciels, étalonnage, SpectroPython, astuces instrumentales, utilisation des logiciels, utilisation des spectros, réduction des données,
exemple d'application détaillée sur les spectres types, des projets de campagne collective d'observation en spectro. Ben là aussi, Staros en a déjà proposé 4 depuis qu'on a lancé le projet. Et alors un commentaire, tout est super. S'il pouvait y avoir des ateliers qui expliquent l'astrophysique des spectres, ce serait bien. Car faire des spectres, c'est pas très dur, mais comprendre la physique qui va derrière, c'est plus ardu. L'idéal, à la suite ou pendant une campagne, ce serait d'avoir une explication par un membre, un chercheur, un peu comme la conférence de François Tessier sur les novas, avoir des explications et comprendre les phénomènes, c'est vraiment très très excitant. Ah bah là je suis bien d'accord, oui effectivement, et il faudrait qu'on puisse organiser des ateliers en faisant appel à des pros qui pourraient nous expliquer la physique d'un type d'étoile ou voilà d'un sujet programme par exemple, ça pourrait tout à fait s'inscrire dans le cadre d'une collaboration programme. Donc la réduction des données aussi dans les sujets à traiter, l'analyse des spectres et mesure des principaux paramètres physiques collectés des spectres, c'est très bien. Et utilisation de SpecInti, l'interprétation des spectres. On voit que l'interprétation des spectres revient assez souvent dans vos réponses. Pensez aux débutants, spécialement pour les parties pratiques d'acquisition et d'étalonnage. Merci pour tout ce que vous faites. Ah bah si, j'en ai encore. Oula, il y en a encore plein, mais là, je ne vais peut-être pas toutes les détailler parce que là, on va en a peut-être pour en avoir. J'en passe quelques-unes, mais il y a aussi ben, voilà, des sujets sur la basse résolution, des sujets sur la présentation détaillée des campagnes lancées dans le cadre de Staros, objectifs et résultats à attendre, moyens mis en œuvre, liens vers les pros, utilisation d'astrophysique des spectres, interprétation, alors on en revient toujours à la même question. Voilà, donc je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Donc si vous avez des questions, ben, je vois que le chat s'est bien rempli. Je peux répondre à Benjamin. Salut Benjamin, je vois que tu as posé une question à propos des collaborations programmes. Comment seront-elles gérées? Valérie a répondu en partie. Juste pour information, Staros a plusieurs ambitions. Enfin, ce n'est pas que de faire des collaborations programmes ou de donner lieu à des publications scientifiques. C'est super si on peut le faire sur certaines campagnes, mais il y a aussi un des buts est d'amener un nouveau public à la spectroscopie et donc d'avoir aussi des cibles par exemple, Dis Lacerta, c'est pas une cible avec un intérêt scientifique. Par contre, techniquement, pour apprendre et même même pour les spectroscopistes expérimentés, c'est une super cible pour travailler sa réponse, travailler son étalonnage. Donc, on va vraiment avoir sûrement des campagnes un peu mixtes pour apprendre, pour amener un nouveau public. Et aussi, il en faut pour tous les goûts. Donc, pour les spectroscopistes expérimentés, des trucs peut-être un peu plus challengeants qui pourraient avoir un objectif scientifique. Après, comment choisir? Bah là, effectivement, à nous un petit peu d'être proactifs, de créer du lien avec les professionnels. Là, j'ai pas de réponse faite. Corrigez-moi ou complétez-moi mes collègues si vous voulez, mais Bah, moi, je dirais que pour le cas de contact de pro, alors certes, je suis d'accord avec toi, Benjamin, tous les pros ne nous connaissent pas, mais il y en a de plus en plus qui nous connaissent. Enfin, nous, on le voit avec tout au moins notre équipe TwoSpot au Chili. Maintenant, c'est les pros qui viennent nous contacter pour nous demander des spectres et de participer à leur projet d'étude. Alors, je dis pas qu'on a tous les pros qui nous tombent dessus, mais il y en a. Et c'est justement en parlant de ça via des campagnes, via Staros ou autres, que on va faire connaître et mieux connaître auprès des professionnels ce que les amateurs sont capables de faire. Ah, c'est mon point de vue. Oui, en fait, la campagne Alpha Dragoni, par exemple, était très spectaculaire parce que pour nous, ça a été un très bon terrain. D'abord, ça fait une publication, en fait, hein, d'accord, avec tous les auteurs qui vont paraître, qui vont être dessus. Et si tout va bien, et puis ça fait pas mal de bruit aussi au niveau professionnel, c'est une très bonne carte de visite. Alors surtout, ça nous a montré une chose qu'on voulait faire, absolument, c'était de mutualiser toutes les observations, c'est-à-dire la capacité qu'on avait, et donc l'outil qu'a montré Mathieu est fait pour ça. Il en a parlé. Ça consiste à mettre tous vos données, et quand vous voyez un point qui apparaît dans la courbe, c'est votre point à vous qui apparaît. Il apparaît en temps réel quasiment. Et donc, vous voyez votre contribution puis finalement qui se construit. Quand on fait, par exemple, une courbe d'étoiles variables hein, d'éclipse, enfin une double spectroscopique, par exemple, vous voyez ça. Et puis, quand il y aura des éruptions de supernova ou de nova, etc., et qu'on mettra ça au programme, on le verra aussi. En gros, il y a une interactivité, mais aussi une idée vraiment forte qui consiste à faire travailler tout le monde. Enfin, travailler,
se faire plaisir à travailler, hein, de telle manière à ce que chacun participe à mettre sa contribution. Et c'est génial parce qu'en vérité, et puis c'est pour ça qu'on ne fait pas nécessairement de la science immédiatement. Et puis bon, la science, c'est une chose, mais se faire plaisir à bien observer aussi, c'est sympa. Et à retrouver des paramètres physiques, des étoiles, etc. C'est peut-être pas de la haute science, mais c'est pour soi, c'est vachement important. Et puis on améliore sa technique aussi. Et la confrontation des résultats des différents observateurs est une chose absolument géniale. Et Staros, c'est vraiment fait pour ça, hein. C'est vraiment fait pour que tout le monde mette ses nez. On les critique éventuellement, mais gentiment, et puis qu'on les améliore. Et puis, donc, ça vous permet de voir un petit peu votre contribution. Ça fait un archivage pour vous aussi, qui est assez sympa, etc. Donc c'est ça aussi Staros, hein, c'est-à-dire la capacité de travailler en commun. Et l'exemple d'Alpha Drago est magnifique parce que s'il n'y avait eu que deux observateurs en une courbe, bon, avec des paramètres orbitaux qui sont ce qu'ils sont, mais là, on a obtenu des paramètres orbitaux qui valent ceux des professionnels, largement. Et même, on a vu des choses qui ont été découvertes récemment, cette étoile-là, en particulier la deuxième composante, donc qui est très subtile. Donc, du coup, effectivement, on s'aperçoit qu'on améliore la précision. Alors, on a des petits télescopes, on a des spectraux qui sont ce qu'ils sont, mais le fait de multiplier nos observateurs améliore considérablement nos données. Et ça, c'est un atout très fort qu'on va valoriser au niveau des professionnels. Et croyez-moi, ils vont être contents de voir ça. Et puis, on va faire un super boulot avec ça. Voilà, ça va être génial. Alors, je ne dis pas qu'on va découvrir une exoplanète, hein. Une exoplanète, c'est peut-être un peu difficile, mais on va faire quand même des trucs qui vont vous étonner, je pense. Voilà. Donc, ça ne fait que commencer. Et puis je rajouterais que dans le cas d'Afra-Dragonis, ça a quand même mobilisé beaucoup d'amateurs, dont beaucoup sont en ligne ce soir ici, et qu'on a généré énormément de specs, ce qui nous a permis justement de faire une courbe de la période d'Alpha-Dragonis très précise, avec les outils justement que Guillaume a mis en place pour justement recaler par rapport à la période théorique les points de mesure, et que vous allez voir sur les graphiques qui ont été diffusés un peu à droite et à gauche, que en fait les points de mesure des mesures faites par les amateurs qui ont contribué à Alpha Drogenis sont finalement très précises. Alors je ne sais plus quelle est l'erreur, ça Guillaume pourra peut-être répondre parce que c'est lui qui a fait les calculs, mais l'erreur elle est vraiment très basse pour le calcul, enfin je veux dire pour le redshift en fait, l'oscillation de l'ARIH alpha. Ouais, pour donner une idée spectaculaire, hein, parce que c'est mieux que le kilomètre par seconde, mais même mieux, pour donner une idée quand même, c'est que on est à peu près un facteur 5 de détecter nous-mêmes avec nos petits instruments, avec un Starex par exemple, ou un IRS, on n'est pas loin de détecter une exoplanète. D'accord? Les premières exoplanètes sont détectables par nous. Dire, dans votre carte de visite, avoir vu une exoplanète avec votre télescope de 200 mm ou votre lunette de 100 mm, je trouve que c'est assez sympa quand même. Et donc voilà, c'est ce genre de truc qu'on pourra peut-être faire un jour, mais bon, on va y aller doucement. Il y a d'abord un apprentissage, une mise en route de nos outils. Mais enfin, ce qu'on a vu là est très encourageant et plus on sera nombreux, et puis on pourra avancer. Chose intéressante, c'est qu'on a vu la courbe de progression aussi, hein. C'est-à-dire sur Alpha Dragon, au début c'était moyen, et au fur et à mesure que les gens observaient, ben vous, eh bien, on a vu les barres d'erreur diminuer. C'est quand même assez efficace aussi. Donc ça aussi, c'était assez intéressant. Je pense que tu peux en témoigner, Guillaume, hein. C'était assez intéressant. Ah, tout Ouais, il y a eu des progrès sur l'étalonnage. ça a été une démarche pédagogique indéniable où certainement pas mal de personnes ont pu se confronter à une expérience et collective et de voir que la somme des mesures pouvait mener à quelque chose. Exactement. Néanmoins, les mystères autour de l'Alpha Draconi étaient déjà résolus. Quand on regarde la biblio, les publis déjà réalisés sur cette étoile, il n'y avait pas de mystère, entre guillemets, à Tout à résoudre. fait. Mais On dit, c'était pas une cible pour faire de la science. Vraiment, au départ, c'était Faire la vraiment une science, hein. cible pour s'amuser Ouais. et apprendre. Améliorer l'étalonnage et aussi comprendre un peu nos limites, enfin trouver nos limites en tant qu'amateur sur le matériel actuel, jusqu'où on pouvait aller en termes de. Et donc, du coup, voilà, on a travaillé, on s'est amélioré. Après, les pros sont venus nous voir pour nous dire de publier, au final, notre travail. Donc, on est en cours de review là sur un magazine. Enfin, on n'en dit pas plus pour l'instant. Mais finalement, ça va donner lieu. Ça serait dans quelle revue? Astronomical Notes. Voilà. Et, Donc, bon, à suivre. ouais. Donc, il y a eu un raffinage c'est un gros travail. Il y a eu un Oui, raffinage des paramètres on a fait orbitaux grâce aux mesures, je suppose. oui, absolument. On a une très bonne Voilà. orbite, enfin, même plusieurs orbites d'ailleurs, parce qu'il y a plus de composantes. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est important parce que, effectivement, ce n'est pas un objet nécessairement très original, encore que
Bon, je ne pense pas que si on vous avait dit qu'il y a 5 ans, vous feriez une boule spectroscopique avec cette précision de mieux qu'un kilomètre par seconde. Enfin bon, voilà, c'est quand même pas mal, hein, quand même. Enfin voilà. Mais en même temps, c'était capital de faire ça, et on en fera d'autres d'ailleurs de ce même type, hein, rassurez-vous. Mais en même temps, c'est important, qui permet de vérifier la technique, les méthodes, et donc de s'affiner. Ce n'est qu'après qu'on va vers la vraie science. On ne peut pas faire de la science directement. Vous comprenez bien, hein, c'est ça votre but. Et donc, il faut d'abord vérifier que on sait le faire. Il faut démontrer qu'on sait le faire. Vous savez, le milieu pro, moi je le connais un peu, hein, j'en ai fait beaucoup. Il faut monter sa carte blanche. Il faut monter sa patte, hein, dire regardez ce que je fais, quoi. Voilà. Et après, ils vous commencent à vous croire. Mais Bien il en sûr, reste. bien Hein, sûr, Christian, évidemment, hein, d'accord? bien Donc, sûr. c'est important, modestement, mais en même temps y aller. Et alors, nous, on est très forts, ouais, et on va arriver à faire des choses très, très belles. Hein, rassurez-vous. Ce qui est génial, c'est que on a vu des gens qui avaient observé avec des 200 mm, des 400 mm, des lunettes de 50 mm, même. Enfin, peut-être pas un peu plus, avec 80 mm. Mais c'était très homogène, quoi. C'est ça qui est génial, en fait. Et ça, d'ailleurs, ça, c'est le truc génial de l'aspect pro, c'est que quel que soit l'instrument que vous observez, finalement, vous avez un bon résultat, et avec peut-être des variations, évidemment, de qualité. On ne peut pas tout faire avec n'importe quoi, mais ce qui était remarquable, ça je connais depuis longtemps, c'est qu'on a des choses très, très stables et très fiables, et très rapidement. Et en même temps, tout le monde peut participer. Ça, c'est assez intéressant. Qu'on soit en ville, au bord de la mer ou en haute montagne, un gros télescope, un petit, faire des choses. Alors évidemment, il y a des programmes qui sont plus ou moins spécialisés, mais bientôt, on va vous proposer sûrement de faire un petit redshift de Galaxy quand même, hein. Voilà, ça sera un bon test aussi. Et là, bon, bah là, il faudra s'accrocher un petit peu, mais ça va être sûrement sympa, quoi. Voilà, donc on prépare un truc pour l'été en tout cas. Enfin, bon, ça, vous rassurez-vous, on va vous donner un peu de travail, quoi. Enfin, Cela aurait été extraordinaire que un- une telle mobilisation d'observateurs se soit portée sur une ou des cibles où il y a encore des mystères à résoudre. Et là, il y a une puissance de feu qui est inégalée et qui en plus apporterait un coup de massue à des problèmes qui sont posés, car grâce à cette quantité de données, voilà, enfin, c'est un palais, c'est de l'or je pour pense. Ouais, t'as raison. résoudre. Ouais, t'as raison. T'as raison. Ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. À la limite, même, il y a tellement de choses qu'on n'est pas. On voudrait Ah oui, lancer, non, bien sûr. on voudrait lancer 10 campagnes, quoi. Mais il y avait une question sur les besoins financiers, etc. Je pense qu'on va y venir peut-être tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est un sujet critique. Ça coûte quand même assez cher de gérer les serveurs aujourd'hui, etc. Bon, mais on va peut-être aborder ce sujet tout à l'heure. Mais Mais tout à l'heure, tu avais dit, vous avez évoqué que en fait, il y aurait possibilité de faire berger à Meudon. Donc, j'imagine que oui. ça serait de façon partenariale. Il n'y aurait pas de contrepartie, il n'y aurait pas à payer. Mathieu, tu peux dire peut-être un petit mot? Oui, oui, alors il y a plusieurs questions en une. Enfin, je rebondis sur la question d'Éric Bernard. Oui, il y a ce projet donc avec l'Observatoire de Paris, avec qui on a commencé à discuter depuis octobre, où on avait présenté un peu la base. Et effectivement, là, on se dirige vers un hébergement des plateformes sur un serveur au sein de l'OBSPM. Donc, et il n'y a pas de contrepartie financière, effectivement, auquel il faut qu'on ajoute des choses. Et là, du coup, dans l'architecture logicielle, on se dirige vers un éclatement un petit peu des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors je ne devrais pas le dire trop fort, mais toutes les plateformes sur lesquelles on travaille tournent avec quelque chose qui a moins de ressources que vos smartphones pour la plupart d'entre vous. Et donc, on est limité. Et en fait, ça va être une vraie bouffée d'air pour nous. C'est pour ça qu'on coupe les campagnes aussi au fur et à mesure qu'on en ouvre d'autres. Et en fait, quand je parle d'éclatement de l'architecture, c'est que on voit également, hein, avec les outils notamment aujourd'hui, qu'il y a des nouveaux besoins ou des nouvelles réflexions sur les évolutions des applis avec de l'IA. Et en fait, on n'a pas dimensionné, en tout cas, ce n'était pas l'objectif de dimensionner le serveur de Meudon sur des matériels d'IA, etc., avec des GPU. Enfin voilà, ce n'est pas du tout les mêmes catégories matérielles. Et donc, les bases de données telles qu'on a aujourd'hui vont être sur Meudon, et puis l'éclatement des applications vont être sur des serveurs avec GPU, etc. Voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais avec des particularités matérielles différentes, ce qui fait que, en fait, on aura toujours un petit besoin financier. Alors, il n'y a pas que les infrastructures matérielles, on va essayer de limiter aussi, c'est-à-dire que déjà les bases, on peut faire énormément de choses avec.
Ensuite, il y a des évolutions logicielles qui vont nécessiter des ressources différentes qui ne pourront pas être hébergées à Meudon. Et puis ça va être du prototype, etc. Donc c'est pas l'objectif non plus de les mettre tout de suite voilà, sur des serveurs à Meudon. J'ai pas envie de mettre des choses qui sont pas éprouvées, testées, sécurisées. Donc il y a aussi ces étapes-là. Et puis derrière, alors il y a d'autres projets, et c'est là où je rebondis sur la question, la question ou le mot d'Éric Bernard dans le chat, qui dit il serait intéressant de préciser, de présenter les projets Staros précis et chiffrés pour bien comprendre les financements. Et alors, c'est très juste, et effectivement, on va en parler, je pense, derrière. Alors, première chose, du coup, un grand merci à tous les donateurs qui ont déjà contribué, alors, avec l'aspect financier, mais outre l'aspect financier, il y a aussi cet aspect pour moi qui est de confiance, c'est-à-dire il y a un soutien, que ce soit un petit mot, que ce soit un don financier, etc. Il y a comment dire, un mot de confiance, en tout cas dans cette démarche de soutenir, qui est hyper important, en tout cas pour moi, je trouve, enfin pour nous à Staros. Et de par le véhicule administratif qu'on a, on est obligé en fait d'être transparent sur ce qu'on fait, hein, sur les comptes, etc. Une association doit publier les démarches et les choses qu'on fait. Donc effectivement, on le fera. Et le site de l'association, on a commencé à référencer les projets sur lesquels on travaille, donc l'asso.Staros, et on le mettra à jour au fur et à mesure des projets. Là, j'ai pas eu le temps encore de mettre par exemple Search, etc. Sur Search, notamment sur le portail et sur le site de l'asso, mais je vais l'ajouter. Et puis à chaque évolution, à chaque nouveau projet, chaque nouvelle application, etc., bah, on va mettre à jour ces applis-là. Et donc voilà, ça explique un petit peu. Alors, les choses vont aussi assez vite. Alors, c'est peut-être plus un retour personnel, mais on a lancé la première campagne, ça fait 1 an. J'ai encore du code qui n'a pas évolué depuis 1 an, ça sortait partie. Toutes les choses ont été très très vite et en fait on a ouvert de nouvelles campagnes, etc. Le président a des grands besoins et donc on avance très très vite avec beaucoup de projets, mais c'est passionnant et en fait ce qui est aussi très très intéressant c'est que bah, on voit que vous au sens large l'utilisez, que ça fonctionne, que voilà il y a une confiance mutuelle dans tout ça et c'est hyper enrichissant. Et donc, voilà, c'est pour ça que on sent bien qu'on a besoin aussi de passer sur un mode différent avec des ressources parce que autant les ressources de charge personnelles, de travail, etc., et puis financières, bah, au bout d'un moment, effectivement, il faut trouver un autre format et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui, quoi. Voilà, je ne sais pas si ça répond au questionnement, mais voilà. Je rajouterais juste un petit point, c'est que justement la présentation qu'avait fait Mathieu, c'était lors des journées pro-âme organisées par l'Observatoire de Meudon à Paris le 7 octobre, on y était tous. Et donc, c'est à cette occasion, il y avait à la fois des pros et des amateurs dans la salle, dans divers domaines. Hein, les pros ont vraiment adhéré à l'esprit de la database Staros. Et justement, c'est pour ça après que c'est eux qui sont venus nous chercher pour nous dire ah bah votre truc ça nous intéresse. Donc là voilà, on met aussi un pied et on fait voir que derrière on essaye avec nos modestes moyens de faire un travail de qualité et à la fois pour le côté amateur, mais aussi pour que les pros derrière s'y retrouvent et qu'on puisse éventuellement dans l'avenir collaborer sur des projets plus ambitieux. Absolument. Après, au niveau hardware, je ne vais pas trop en parler parce que ça reste encore un peu. Enfin, il y a des choses. On parle de fentes pour différents types de spectros. On parle de CMOS et de téléphones portables, peut-être des applications, ce genre de choses. Vous voyez, on va aller assez loin dans certaines choses pour faciliter l'usage de la spectroscopie et les choses connexes qui sont autour. Mais pour l'instant, je ne veux pas trop dire de choses parce que c'est du travail, c'est beaucoup de travail, c'est un peu d'argent de poche qu'on met, hein, mais surtout de l'huile de coude et du temps qu'on passe. Mais on va petit à petit en parler, bien entendu. Mais bon, l'essentiel, c'est plutôt l'idée d'amener des amateurs, hein, vous donc, mais d'autres aussi, hein. D'ailleurs, il faut ensemencer, c'est des ambassadeurs aussi pour certains. C'est-à-dire d'amener des gens qui n'ont jamais fait de spectro, il y en a quelques-uns ici, à venir aussi là-dessus, à poser des questions. Bon, il y aura le stage OHP, bien entendu, qui va être un moment important. Mais on va aussi faire des ateliers comme celui qu'on a là. Je vois qu'il y a une forte demande. Les ateliers, on va voir la forme.
mais on fera des trucs peut-être courts, mais sur des sujets. Par exemple, il y a un sujet qui me plaît bien, mais qui est dur pour nous. C'est celui de prendre un spectre que vous avez fait, que vous pensez avoir bien traité. On fait ça souvent au stage au HP, hein, je vous le dis parce que c'est une expérience qu'on a. Et vous dites, mais est-ce qu'on ne peut pas faire mieux que ça? Ou est-ce qu'il y a des défauts? Et donc, plutôt que de travailler dans la théorie, des choses un peu dans les nuages, comme ça, un peu ce que j'ai présenté d'ailleurs, travaillez sur vos propres données. Donc, on aura sûrement des sessions dans lesquelles on vous invitera à nous amener des spectres, puis avec différents instruments, hein, ce n'est pas nécessairement un Starex, un ALPI, un UVEX 4 ou un UVEX standard, etc. Et puis, le traiter en séance. C'est pas nécessairement. C'est intéressant parce que c'est souvent là qu'on voit les problèmes qui apparaissent et que l'on déterre des difficultés qu'on n'avait pas nous-mêmes soupçonnées et qui permettent d'améliorer les logiciels d'ailleurs, mais en même temps de répondre à des questions qu'on se pose, qui sont parfois des questions profondes, parfois beaucoup plus simples. Et donc, voilà. Donc, des ateliers très pratiques. Et j'insiste beaucoup sur le fait débutant. C'est-à-dire que on a beaucoup parlé de science. Attendez, hein, avant de faire de la science, il faut bien maîtriser les outils, avoir les choses bien standards, je l'ai déjà dit, on a déjà souligné, et donc bien travailler là-dessus, bien préparer le terrain. Et ça, c'est génial à faire. On a des instruments de mesure qui permettent de peser la lumière d'une manière assez performante. Eh bien, il faut savoir se servir de l'outil. Et donc, par exemple, n'hésitez pas, si vous êtes, on fera sûrement des appels hein, à ateliers, mais dans lesquels on fera intervenir très directement au travers des données que vous avez. J'ai cette donnée-là, je ne sais pas trop quoi en faire, je ne sais pas ce qu'il y a dedans à la limite, mais je ne sais pas aussi la traiter correctement. Envoyez-la et on fera un truc ensemble, tous ensemble, à la limite, les gens qui veulent participer pour le traiter. C'est une des idées d'atelier qu'on peut avancer. Hein, d'accord. Ah bah, tout à fait. Est-ce que vous en avez d'ailleurs d'autres idées? Non, mais là, de toute façon, après, bah, là, je vois les réactions, par exemple, de Kevin sur le, sur le forum. Et puis, on en avait parlé la semaine dernière parce qu'on était ensemble à l'Observatoire de Haute-Provence pour une star party organisée par le Club d'astronomie Lyon-Ampère. Et donc, oui, je pense que c'est utile d'organiser un atelier, notamment sur Specinti, et de prendre des cas concrets qui ont été faits par les amateurs et de les traiter en live pour faire voir comment on gère Specinti, qui est vraiment un outil qui est redoutable. Hein. Franchement, il y a plein de fonctions et c'est redoutable. Alors certes, il y a peut-être une phase où il faut peut-être un peu mettre la main, je dirais, dans le cambouis pour aller mettre les bonnes lignes et écrire les bonnes fonctions. Mais une fois que vous avez votre fonction qui est écrite, et ben après vous appuyez sur un bouton et votre spectre il est traité. Si vous utilisez le même matériel, bien sûr. Donc c'est très puissant. Mais effectivement, il y a peut-être une phase d'apprentissage qui nécessite peut-être d'être mieux décrite à travers un atelier. Ouais, moi, je pense à l'interactivité. Hein. Si vous nous envoyez un spectre, par exemple, hein, bon, je vous dis comment ça peut se passer. Hein. Vous envoyez un spectre, enfin brut, hein, des données brutes, hein, les flats, les dark, tout ce qui va avec. On essaie de le traiter et dans la séance d'un atelier, on vous propose le script, vous pouvez le télécharger en avance, vous pouvez le tester et on le réalise nous-mêmes, entre nous et vous-même de votre côté, le traitement pour réaliser le spectre qu'on pense être le bon. Et puis, on interagit sur la compréhension de ce qui est écrit. Vous voyez, donc ça, c'est des choses qui sont des jolis ateliers qu'on pourra faire, notamment. On en fera aussi, on aimerait bien faire des ateliers sur l'observation, hein, directe. Ça, c'est pas facile à faire, il faut qu'il fasse beau, etc. Ça, c'est des trucs, on verra cet été, je pense. Voilà. Bonne soirée, je vais vous quitter. Au revoir. Bye bye. Bah, je pense que là, on va peut-être mettre justement fin un peu à cet atelier qui a été très riche, bah, parce que déjà, ça fait presque 2 heures qu'on parle, donc ça fait déjà beaucoup. Mais enfin, bah, je sais pas si Christian, Valérie, Guillaume ou Mathieu, vous avez des choses à rajouter. Autrement, bah, on va clôturer pour l'instant, et puis bien sûr, on reviendra vers vous prochainement avec un nouvel atelier sur un sujet que bah, on va s'inspirer justement des réponses de votre sondage pour voir quel est le prochain atelier que nous allons organiser. Ouais, je vous propose d'aller sur la page association. Euh, vous verrez, il y a il y a quelques informations déjà. C'est un bon lien. Et puis, vous verrez la case don éventuellement, si vous voulez donner, mais même très très peu. Hein. Ou alors, comme l'a dit Mathieu, un petit message de bienvenue, de satisfaction. C'est déjà énorme pour nous, en fait. Ça montre qu'on n'est pas, on ne perche pas dans le désert. Et ça, c'est important. Mais sachez qu'on fait des choses pas mal. Et donc, avec vous, là, ça peut être vraiment super bien. Voilà. Bien, ben merci à tous et puis
ben, un prochain atelier. Puis celui-là, ben, il sera en ligne très prochainement. On fera de la pub un peu sur tous les forums et les listes de discussion pour vous dire quand est-ce qu'il sera disponible. Voilà, ben, au revoir à tous et merci encore de votre présence et de votre attention.